Donc bonsoir à tous, je suis Myriam Seurat, journaliste météo-climat à France Télévisions et je suis très honorée d'être parmi vous ce soir pour animer cette soirée et célébrer ensemble les 40 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous sommes ici dans un lieu iconique de rencontre entre le public et ceux qui agissent pour la recherche, qui animent la recherche aussi, qui sensibilisent aux enjeux du monde. Et ce soir, pour cette célébration d'anniversaire, la Cité prend forme d'une scène un petit peu particulière où quelques-uns d'entre vous, acteurs de la communauté scientifique, de la communauté culturelle, de l'entreprise et au-delà, prendrez la parole pour apporter votre témoignage. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Sylvie Rotaillot, présidente d'Univers Science, à Emmanuel Grégoire, maire de Paris, mais aussi à Monsieur Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Je vous propose de venir sur scène et de me rejoindre tout simplement. Vous êtes où ? Je mets juste la pièce là pour pas qu'elle se perde. Merci, c'est gentil. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, cher Philippe Baptiste, Monsieur le maire de Paris, cher Emmanuel Grégoire, donc nous nous succéderons tout à l'heure à ce pupitre. Merci d'abord d'être ici. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les recteurs et rectrices, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, et oserais-je dire, chers amis, d'abord merci vraiment de votre présence ici. C'était important pour notre Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir aussi ici aujourd'hui. C'est une émotion particulière parce qu'on ne me fête pas tous les jours et plus du tout mes 40 ans. Et donc 40 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est un bel âge, un des plus beaux âges où on tire des leçons, mais où on a encore beaucoup d'avenir. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1986, la Cité des Sciences et de l'Industrie ouvrait ses portes à ses premiers visiteurs. Et ces premiers visiteurs, déjà il y a 40 ans, ils étaient petits et grands. Et la Cité leur a proposé finalement une manière profondément renouvelée d'entrer en relation avec les sciences, avec toutes les sciences. Non plus une science distante, réservée aux spécialistes, et il y en a beaucoup dans cette salle, mais une science à vivre, à manipuler, à questionner, et surtout une science accessible à tous et à toutes. Alors cette Cité des Sciences et de l'Industrie porte dès le début en elle cette ambition visionnaire, dès sa conception, c'est-à-dire à la fin des années 70, celle qui a d'abord été portée par le président Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il lance la transformation du site, de ce site, qui était normalement un site à vocation à réaliser la salle des ventes de la Villette, et il a voulu en faire un grand parc dédié à la culture et à la connaissance. Alors, la mission de préfiguration a été confiée à Maurice Lévy. Et je voudrais ici saluer sa mémoire en présence de ses enfants. Alors, je ne sais plus où ils sont dans ces tables parce que les configurations, Sophie Lévy, Laurent et Marianne. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là ce soir avec nous. Et Maurice Lévy, grand physicien, défendait déjà une conviction forte. La science n'a pas pour seule vocation d'être utile. Je cite, « Les sciences peuvent être belles ». Et je crois que c'est ce qui caractérisait son projet au tout départ dans les années 70, lorsqu'il l'a présenté pour devenir ce qu'est aujourd'hui la Cité. Elle porte en elle une puissance d'émerveillement, une capacité d'élargir le champ des possibles, mais aussi d'esquisser les contours d'un avenir que nous pouvons choisir, nous, tous ensemble, de rendre désirable.
Le bâtiment de la Cité des sciences et de l'industrie a été conçu par l'architecte Adrien Fensilber, dont l'épouse Julia, alors que je cherche des yeux, qui est ici, Madame Fensilber, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui incarne par ce bâtiment cette volonté de modernité et surtout d'ouverture. Le président François Mitterrand a confirmé cette ambition en plaçant l'inauguration de la Cité dans le grand mouvement des équipements culturels majeurs de son septennat. Il a consacré ainsi la culture scientifique et industrielle comme une composante essentielle du projet culturel de la nation. Alors oui, dès l'origine, la Cité est pensée comme un carrefour entre science, industrie, art et société. Un laboratoire d'expérience, plus que sanctuaire du savoir figé. La science y est montrée dans ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une aventure humaine avec un grand H. Et puis, l'industrie contemporaine fait aussi son entrée au musée pour dévoiler les technologies et leurs applications dans nos quotidiens. En 40 ans, ce projet a mûri grâce à l'engagement de personnels investis et convaincus de cette mission de service public qu'ils servent, mais aussi grâce à la vision de mes prédécesseurs, qui chacun à leur manière, cher Claudie Aigneret, qui est ici aujourd'hui, cher Jean-François Hébert, cher Bruno Macquart, et aussi les directeurs généraux délégués, cher Guillaume Boudy, ont su concilier les valeurs fondatrices de la Cité et une capacité permanente de réinvention. Alors, 40 ans plus tard, cette cité est devenue l'un des grands emblèmes culturels et scientifiques de Paris, monsieur le maire, tout en rayonnant aussi, bien au-delà de la capitale, comme un repère national de transmission, de curiosité et de partage des savoirs. La cité incarne une certaine idée de la culture dans notre pays, celle d'une culture innovante, avec la création dans les années 90 d'un espace uniquement consacré aux enfants, cette fameuse Cité des enfants qui accueille 800 000 visiteurs par an. Une culture qui fait dialoguer science et imaginaire, du planétarium aux expositions qui circulent souvent dans toute la France chez nos partenaires, mais aussi dans le monde entier, grâce à nos nombreux partenaires, j'y reviendrai, mais qui sont aussi là aujourd'hui et je les en remercie. Une culture qui ose aborder les grands sujets de société, le climat, la santé, les mutations technologiques, mais aussi notre rapport au vivant. Et dans une époque qui est traversée par l'abondance d'informations, les doutes, les peurs et parfois même les manipulations, la culture scientifique porte aussi une responsabilité démocratique majeure. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances, il s'agit de faire vivre l'esprit critique, la démarche scientifique, le goût du questionnement, de la vérification et du débat éclairé. C'est l'une des grandes bannières qu'Universcience porte aujourd'hui avec l'ensemble de ses partenaires scientifiques, éducatifs, culturels, industriels et associatifs. Permettre à chacun, quel que soit son âge ou son parcours, de mieux comprendre le monde pour pouvoir y agir librement et pleinement comme citoyen. Dans ce cadre, la Cité affiche aussi une culture qui ne craint pas les évolutions du monde, d'Internet à l'intelligence artificielle, du calcul informatique classique aux technologies quantiques, des premiers satellites aux nouvelles conquêtes spatiales. La Cité accueille ces innovations avec curiosité, mais aussi avec lucidité. Elle joue un rôle essentiel pour rapprocher la science, l'industrie et la société. Et je voudrais à ce titre remercier chaleureusement nos partenaires, sans qui rien ne serait possible. Partenaires scientifiques, académiques, industriels et bien sûr tous nos mécènes qui contribuent pleinement à cette ambition collective. Je n'oublie pas particulièrement notre club d'entreprise Universcience Partner, à qui je souhaite aussi ce soir un très bon anniversaire puisque nous avons le même âge et je voudrais saluer en particulier son président, cher Pierre Gattaz.
Et puis la cité accompagne les générations tout au long de leur vie, de la cité des bébés à la cité des enfants, des premières expériences scientifiques jusqu'aux expositions, aux débats et aux dispositifs de médiation. Chacun peut y trouver des espaces d'émerveillement, de découverte, mais aussi de réflexion. On y revient sans cesse, à différents âges de la vie, comme dans un lieu familier qui, en fait, grandit avec vous. Au moment de souffler ces 40 bougies, on compte plus de 105 millions de visiteurs. La Cité des sciences et de l'industrie et Universcience, c'est le 4e musée le plus visité en France et le 3e centre de sciences le plus visité en Europe. Je mesure aussi les responsabilités qui reposent sur nos épaules dans une société où la science traverse notre quotidien, nos débats publics, nos choix industriels, nos politiques énergétiques, écologiques, sanitaires, numériques et sociétales, ainsi que notre rapport au vivant, à la vérité et au progrès. Elle ne concerne pas seulement les laboratoires de recherche ou les grandes entreprises technologiques. La science irrigue aujourd'hui tous les métiers et tous les secteurs. L'artisan qui innove dans ses matériaux ou ses procédés, et je voudrais saluer Thierry Marx qui le représente si bien. L'agriculteur confronté aux défis climatiques, l'ingénieur, l'infirmière, l'enseignant ou l'architecte, bref aussi tous les agents publics qui transforment nos services collectifs et bien sûr les entrepreneurs qui inventent les solutions de demain. C'est aussi tout le sens de la présente conjointe ce soir de représentants de nos ministères de tutelle, que je remercie d'être là, et bien sûr j'inclus avec la culture et l'enseignement supérieur, la recherche et l'espace, les ministères de l'Industrie et de l'Éducation nationale qui devaient être avec nous aujourd'hui. Cela dit beaucoup de ce qu'est profondément Universcience, un lieu à la croisée des savoirs, des politiques publiques, mais aussi des cultures et des générations. Un lieu tout simplement tourné vers l'avenir et vers la société tout entière, où doivent dialoguer cette recherche, l'éducation, l'industrie, mais aussi la création et le débat démocratique. Oui, en effet, la culture scientifique ne commence pas à l'université, ni ne s'arrête au laboratoire de recherche. Elle se construit tout au long de la vie, depuis les premiers émerveillements de l'enfance jusqu'aux découvertes scientifiques les plus avancées. Et je voudrais vraiment remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, cher Philippe Baptiste, d'être là aujourd'hui. Elle est une chaîne continue de curiosité, de transmission, mais aussi d'émancipation. C'est aussi pourquoi la Cité doit continuer à faire rêver et à susciter des vocations. Nous avons besoin d'une nouvelle génération capable de penser ensemble progrès technologique, transition écologique et justice sociale, pour construire cette industrie dont nous avons besoin, plus innovante, plus durable et plus souveraine. Nous devons le faire avec toutes les intelligences, car il ne peut y avoir d'excellence scientifique et de souveraineté industrielle sans la diversité des talents. Et cela signifie ouvrir davantage les portes à tous les jeunes, aux jeunes issus de tous les territoires et de tous les milieux sociaux, et ça résonne particulièrement ici, dans le 19e, Monsieur le maire, à la Cité des sciences et de l'industrie. Et puis cela signifie aussi donner toute leur place aux filles et aux jeunes femmes dans les sciences et dans les technologies. La Cité a un rôle majeur à jouer pour lutter contre tous les déterminismes qui éloignent les jeunes de la science, parce qu'elle est un lieu où chacun peut se sentir légitime face au savoir, un lieu où l'on doit pouvoir entrer sans intimidation, où l'on doit pouvoir apprendre sans avoir peur de ne pas savoir. Alors oui, l'ambition est immense, faire encore une fois de cette cité le grand espace européen de partage des sciences, en lien avec nos partenaires des centres et des musées de sciences des territoires, membres du réseau de l'AMSTI, cher Laure Danilo, et de toute l'Europe au sein du réseau Excite, chère Catherine Franche, qui est ici aujourd'hui avec nous, et notamment nos partenaires du Science Museum de Londres, du Dutch Museum de Munich ou du musée Leonardo da Vinci de Milan. Merci d'être là aujourd'hui.
Construire les 40 prochaines années de la cité, c'est donc assumer que la culture scientifique est un bien commun émancipateur. C'est reconnaître qu'elle peut être une source d'espoir dans un monde incertain, mais c'est aussi affirmer que la science, l'industrie et la culture, lorsqu'elles dialoguent, peuvent contribuer à bâtir une société plus belle, c'est-à-dire plus libre, plus résiliente, mais aussi plus durable. Avant de conclure, je voudrais vraiment aussi remercier notre mécène du show du groupe Novalty pour son mécénat en nature ce soir sur le matériel de cette soirée, ainsi qu'Enchanting Tools pour son mécénat en nature, et vous l'avez tous vu en bas lors du cocktail du robot Miroki qui vous a accueillis ce soir. Je voudrais aussi, même s'il n'est pas là, remercier Antoine Beauchamp. Antoine est l'auteur du livre « Le rêve d'une cité ». 40 ans d'histoire et de culture scientifique et technique. Vous l'aurez tous ce soir, et je voudrais vraiment le remercier pour le travail remarquable pour la réalisation de ce livre souvenir, et j'espère que vous y retrouverez, au fil de ces pages, l'émotion de vos découvertes passées, une certaine envie de participer à l'avenir et aussi à l'avenir de cette cité. Il vous sera remis ce soir, ainsi qu'une pièce de monnaie, réalisés par la Monnaie de Paris, que je voudrais remercier ici, qui sont sur vos tables aujourd'hui. Vous allez aussi, et qui représente effectivement ces 40 ans. Et puis vous avez entendu, au tout départ, pour cet anniversaire, une petite identité sonore. Et je voudrais vraiment vous remercier, vous allez l'entendre à nouveau au cours de cette soirée. Et nous avons voulu donner à cette Cité des Sciences, mais aussi à Universcience et au Palais de la Découverte qui ouvrira en mars 2027, donner ces identités sonores qui sont si caractéristiques dans ce monde d'aujourd'hui. Je finirai simplement par dire que j'espère que chaque visiteur, petits et grands, qui entreront ici repartiront avec cette conviction, qui est finalement très simple, mais tellement précieuse, que la science peut être son avenir, d'une façon ou d'une autre, et que les 40 prochaines années soient à la hauteur des rêves qui ont présidé à la naissance de la cité. Bon anniversaire et merci à tous d'être venus célébrer avec nous cet anniversaire. Eh ben voilà, j'allais vous appeler. À présent, j'accueille et j'invite Emmanuel Grégoire à nous rejoindre sur scène. Merci. Mesdames et messieurs, devant le nombre si phénoménal de visages inspirants de la vie scientifique, culturelle, institutionnelle de Paris, vous m'autoriserez à limiter mes remerciements d'abord à la présidente pour son accueil, Madame la ministre et surtout Madame la présidente, de nous accueillir et d'avoir organisé cette soirée. Évidemment, Monsieur le ministre, que j'ai le plaisir de retrouver après avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui quand j'étais parlementaire, et saluer évidemment le maire d'arrondissement, François Dagneau. Je ne sais pas où il est, François. Il est là-bas, Monsieur le maire, parce que je sais combien François est attaché à ce lieu magique. Depuis quelques jours, parce que je suis très heureux d'être avec vous. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester pour le dîner parce que j'ai un engagement qui était prévu antérieurement. Toujours compliqué les agendas. Mais depuis quelques jours où je dis à mes interlocuteurs, je vais à la soirée des 40 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie, je vois les visages de mes interlocuteurs se décomposer dans un mélange sans doute de nostalgie, mais aussi de la lucidité du temps qui passe et qui est le nôtre, parce que je crois qu'on est très nombreux, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, à avoir des souvenirs personnels très forts de ce lieu. Des souvenirs d'enfants, des souvenirs d'ados, qui sont tout aussi agréables, moins scientifiques peut-être, mais tout aussi agréables, des souvenirs de jeunes parents, et puis aujourd'hui de parents en pleine maturité et en pleine force de l'âge. D'abord, c'est un lieu qui a su se réinventer, et j'y associe Madame Claire Landais, la présidente de l'établissement public de la Grande Halle de la Villette, dont je le crois, la résonance avec l'institution qui nous reçoit ce soir est extraordinairement puissant. Et je n'oserais citer et remercier tous les grands présidents d'institutions et leurs équipes, les directeurs. Je pense à la Philharmonie, je pense à la Cité de la Musique, je pense au Zénith, à tous ces lieux qui font vivre la magie exceptionnelle de cet espace de Paris,
dont la présidente a eu raison de rappeler que nous en devons l'histoire originelle, évidemment, à Valéry Giscard d'Estaing. 40 ans que la cité a été inaugurée, un peu plus quand on remonte à la naissance de ce projet. L'ambition affichée du projet, quand il est lancé à la toute fin des années 70, c'est de transformer l'ancienne salle des abattoirs pour en faire, le salle de vente des abattoirs, pour en faire le plus grand musée scientifique d'Europe. Mais ce musée n'en sera pas un. Maurice Lévy, ce formidable physicien et chef d'orchestre du projet, ne le voulait pas. Il ne voulait pas d'une vision figée de la science et du progrès technique, il voulait un lieu interactif, totalement innovant, où chacun, quel que soit son âge, puisse découvrir, expérimenter, rencontrer le progrès tel qu'il advient, c'est-à-dire en permanence en train de se faire. Il voulait une cité au cœur de Paris, au sens quasi antique du mot, au cœur de ce quartier de la Villette, en plein bouleversement. Et je sais sans doute combien il aurait été heureux de célébrer cet anniversaire à nos côtés, et j'associe évidemment mes pensées à celles de la présidente à l'endroit de sa famille. La Cité des Sciences est devenue, au cours des 40 dernières années d'existence, un lieu incontournable pour les passionnés de sciences et de technique, et parfois de samedi tranquillou avec les enfants, comme on dit. Un lieu indispensable pour les Parisiennes et les Parisiens et tous ceux nombreux qui lui rendent visite, notamment qui doivent trouver des occupations. La Cité des Sciences, c'est ça, un mélange unique, vivant et joyeuse d'intelligence, de pédagogie, d'accessibilité et peut-être même tout simplement de jeu. C'est ce qui fait sa force exceptionnelle et sa place très singulière dans les institutions scientifiques et culturelles de notre pays, dont beaucoup se sont inspirés, fort heureusement, depuis partout en France. Un lieu où on peut assister à une conférence sur la traque des trous noirs, donnée par des spécialistes mondialement reconnus par leurs pairs. Un lieu où on peut emmener ses enfants découvrir sur l'écran de la géode le lancement du télescope spatial James Webb, où ils peuvent patauger, où ils peuvent essayer et apprendre cet art de l'erreur inhérent à la recherche. Un lieu, et c'est malheureusement de plus en plus rare, où on laisse la parole aux scientifiques, où cette parole, elle est exigeante, elle est scrutée, elle est rigoureuse, et où les mots sont entendus. Car la mission de la Cité des Sciences va aujourd'hui bien au-delà de celle qui lui a été fixée il y a 40 ans. Le monde a changé, et disons-le peut-être avec lucidité et un peu de tristesse, le temps de l'innocence est terminé. De la confiance dans le progrès technologique et scientifique, de la confiance dans le fait que du progrès permet à toutes et à tous de vivre mieux, de la confiance dans la connaissance et dans celle des ceux qui nous la transmettent, nous avons basculé aujourd'hui dans le monde de la défiance. Défiance d'abord envers le progrès technologique qui semble se servir de l'homme plus qu'il ne le sert. Défiance envers la science aussi, qui est devenue un objet de débat, comme si les opinions étaient l'égale des faits. Défiance au sein même de la communauté scientifique, qui voit l'irruption de l'intelligence artificielle comme un outil évidemment au potentiel immense, mais aux conséquences inconnues, y compris sur le plan éthique et philosophique. Cette défiance envers la science est un danger existentiel pour notre démocratie. Et ce danger, il n'est pas abstrait, il est pesant, il est concret, il est présent à chaque instant. Nous avons accueilli, vous le savez, à Paris, de nombreux chercheurs et chercheurs américains qui ont été empêchés de poursuivre leurs travaux. Monsieur le ministre, je sais le rôle que vous y avez joué avec d'autres collègues. C'est le cas dans bien d'autres pays du monde. Et face à ce recul généralisé, évidemment, notre pays, mais Paris aussi, doit rester la ville des Lumières. Le cœur d'une recherche qui soit libre et indépendante. Un refuge pour toutes les intelligences du monde qui veulent faire avancer la connaissance, même et peut-être surtout quand elle bouscule nos certitudes. Une ville qui accueille les étudiants du monde entier sans mettre aucune barrière, parce que c'est aussi grâce à elle et à eux que la recherche française peut avancer. Paris doit rester le porte-voix de la parole des scientifiques dans nos écoles, dans nos collèges, pour donner le goût à nos jeux. Et je pense en particulier aux jeunes filles, leur donner le goût de la connaissance. Cette quête infinie et infiniment heureuse du savoir qui fait le bonheur des chercheurs et même de ceux qui trouvent. Paris doit rester
aux côtés des entreprises, je le dis, elles ont un rôle essentiel, aux côtés des universités, le moteur d'une recherche qui permet d'éclairer les citoyennes et les citoyens, mais aussi celles et ceux qu'ils ont élus pour les représenter. Et nous avons besoin, les politiques, des scientifiques pour nous aider dans l'action publique et dans la décision publique. Je le crois sincèrement, j'essaye de l'appliquer modestement et je l'appliquerai tout au long de ce mandat. La science doit permettre à l'action publique d'être plus juste, d'être plus efficace et d'être plus et mieux évaluée. Je voudrais terminer avec quelques mots de Bertolt Brecht, qui fait dire à Galilée, dans cette célèbre pièce « La vie de Galilée », des mots qui sonnent encore aujourd'hui comme un avertissement. L'abîme entre l'humanité et vous pourrait devenir un jour si grand qu'à votre cri de joie devant quelques nouvelles découvertes pourrait répondre un cri d'horreur universel. Ce jour est proche et il ne doit pas advenir. C'est largement la mission, Madame la Présidente, de la Cité des Sciences et de l'Industrie depuis 40 ans. Cette mission est peut-être encore plus criante aujourd'hui. Je souhaite que nous puissions nous retrouver dans 40 ans. Je ne serai plus maire. C'est la seule certitude qui m'anime. Et je veux vous dire combien notre institution, la Ville de Paris, sera aux côtés de la Cité pour la mener. Et longue vie à la Cité des Sciences et longue vie à l'intelligence et à l'enfance et à la jeunesse. Merci à tous. Et il m'est agréable de passer la parole à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Paris, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, chers collègues, chers amis. Nous sommes évidemment rassemblés ici pour fêter un anniversaire, 40 ans, et laissez-moi peut-être, avant de célébrer cet anniversaire, rebondir un instant sur les mots forts qui ont été dits par le maire de Paris. Je pense qu'effectivement, cette relation de la science avec le politique devrait être au cœur de nos démocraties, devrait être au cœur des débats publics, devrait être au cœur de la décision publique. C'est évidemment un enjeu majeur. C'est souvent, malheureusement aussi, disons-le, y compris en Europe, qui est l'endroit aujourd'hui dans le monde qui devrait être le cœur vivant de cette interface entre la science et la démocratie, c'est aussi souvent un vœu pieux. Et je crois que c'est un enjeu qui est un enjeu absolument fondamental pour la suite, pour nos démocraties, pour faire vivre, pour faire respirer nos démocraties, faire discuter les universitaires, les scientifiques, les politiques, les décideurs. On est là sur un enjeu majeur et qui, je l'espère, sera aussi directement ou indirectement un des grands enjeux de l'année très électorale qui s'ouvre. Avec le Palais de la Découverte et au sein d'Universcience, évidemment, la Cité, elle incarne un joyau de la culture scientifique française. Elle prend au sérieux une curiosité parfois ludique et une envie de découverte, sans se prendre au sérieux, avec ce sérieux, sans se prendre au sérieux trompeur de ceux qui voudraient garder la science dans un splendide isolement. Elle montre avec audace et créativité le cheminement et les fruits de l'esprit scientifique à l'œuvre. Depuis 40 ans, elle a accompagné les bouleversements scientifiques successifs. Je rappellerai qu'en 1986, Internet était tout début de balbutiement. Star Wars ne comptait que 3 épisodes. Je crois qu'on est au cœur de l'actualité de la Cité, pour ceux qui suivent attentivement le programme. Le génome humain restait un mystère opaque. Le boson de Higgs était une théorie audacieuse en attente de confirmation. L'intelligence artificielle vivait son 8e hiver avant d'attaquer les 8 suivants, puis finalement éclore avec le succès qu'on connaît. Nous ignorions que les dinosaures avaient des plumes, et moi-même, je devais avoir 13 ans. Je vous laisse faire le calcul pour tous. Voilà, ça nous ramène à quelques années, effectivement. Depuis, le numérique a bouleversé profondément nos existences. Ça s'est traduit dans des expositions que l'on peut voir, nouvelles images, nouveaux réseaux ou machines à communiquer. La saga Star Wars, elle a continué à nous faire rêver, y compris dans les allées de la Cité. Le séquençage du génome est devenu monnaie courante. Le CERN a établi,
avec une probabilité, mais enfin assez élevée, l'existence du fameux boson, et nous déambulons dans l'exposition mesures et démesures avec autant de plaisir. Et nos enfants continuent à en savoir plus que nous sur les dinosaures, même avec leurs plumes, enfin en tout cas plus que la majorité d'entre nous. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes dans la salle qui probablement en savent beaucoup, mais sur les dinosaures, ils se reconnaîtront. Les sciences ne cessent d'évoluer, de nous éclairer sur notre passé, sur notre corps, sur le monde dans lequel nous vivons, sur notre univers, d'ouvrir de nouveaux mondes possibles. Et cette compréhension du monde, elle s'enrichit chaque jour grâce à des découvertes scientifiques, grâce au travail des chercheurs, des enseignants-chercheurs, souvent à l'abri des regards. Et il est indispensable, c'est bien le rôle, depuis le début de la Cité des Sciences, de rendre visible cette science, y compris la science en train de se faire, pas seulement la science établie, mais aussi la recherche et la démarche de la recherche. C'est bien le rôle de la Cité des Sciences. Et voilà, et donc bravo à la Cité des Sciences. Elle donne à voir les innovations aussi, les applications industrielles nées dans le creuset de la science. Elle casse cette image du chercheur qui est dans sa tour d'ivoire et qui est loin des problèmes de l'industrie ou de l'économie. Elle montre justement le continuum entre tous ces sujets et elle bâtit des ponts entre les rêves de notre humanité et sa capacité à les poursuivre. Je garde évidemment, je ne peux pas ne pas le mentionner, à l'esprit l'exposition Mission spatiale qui entraîne le visiteur dans la peau d'un astronaute. Chère Claudie, cher Arnaud, même si Claudie a pour le moment un petit peu plus d'expérience qu'Arnaud Prost sur les vols habités, mais je ne vois pas Arnaud, mais c'est une question de temps. L'exposition Mission spatiale, elle entraîne le visiteur dans la peau d'un astronaute et elle vous met aussi un petit peu au cœur de cette aventure extraordinaire et qui est évidemment une aventure de technologie, une aventure d'ingénierie, une aventure de science aussi, et qui illustre tellement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la science et la technologie au service de la connaissance. Cette approche, elle est précieuse, elle est nécessaire pour rendre les sciences attractives. Nous peinons aujourd'hui à attirer les jeunes vers les carrières scientifiques, mais aussi vers les carrières techniques. Nous en discutions avec le président Gattaz il y a quelques minutes encore. La France a besoin aujourd'hui de former 40 000 ingénieurs, 40 000 techniciens par an. Nous sommes profondément incapables, en l'état aujourd'hui de l'attractivité de ce que sont ces métiers, d'avoir les candidatures suffisantes. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des jeunes, en particulier à l'étranger, en Europe et au-delà, pour alimenter ces professions qui sont essentielles. Mais il faut aussi porter ce message, expliquer qu'à travers ces carrières de sciences, de technologie, ce sont des mondes extraordinairement variés qui sont derrière. C'est des métiers qui sont variés, des métiers pendant lesquels vous pouvez changer de centre d'intérêt, d'activité, et qu'en plus on vit dans un monde qui est un monde scientifique et technologique. Donc faire des études dans le domaine des sciences ou dans le domaine des technologies, c'est simplement comprendre le monde. Et donc évidemment qu'on doit s'y intéresser, et on devrait avoir des centaines de milliers de candidatures sur ces métiers qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas suffisamment globalement attractifs. Donc on a un énorme sujet, et donc la Cité des Sciences, elle est là aussi, et en particulier pour attirer les jeunes femmes. Et je sais, chère Sylvie, que c'est un sujet qui t'est cher et pour lequel tu t'es engagée depuis très longtemps. Et je veux aussi citer la Première ministre Elisabeth Borne, qui a porté aussi ce projet Femmes et Sciences avec vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction, et qui est absolument essentiel. Les femmes, c'est 50% de la population, c'est une minorité aujourd'hui dans le monde des sciences et dans le monde des technologies. Elles sont entre 20 et 30% en moyenne, c'est bien trop peu. Et derrière, on a tout simplement, au-delà de simplement l'égalité évidente et le fait qu'il faut sortir de cette situation, mais c'est aussi l'intérêt direct de la société. C'est simplement, on a besoin de former plus. On a plein de femmes qui aujourd'hui, qu'on doit faire venir et qu'on doit attirer vers ces métiers. Voilà, c'est un enjeu central qui est pour notre société, pour notre souveraineté aussi, parce que derrière, en fait, il y a les questions, derrière ces questions de science, les questions de technologie, les questions d'innovation, les questions d'industrie, et qui sont derrière aussi des éléments clés si on veut être sérieux quand on parle de souveraineté. Voilà, c'est donc aussi, quelque part, la Cité des Sciences, elle joue aussi un rôle important dans la maîtrise de notre destin collectif. Au-delà des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs que j'ai mentionnés, nous avons aussi besoin de citoyens qui sont capables de penser par eux-mêmes, capables de faire preuve d'esprit critique, capables de mobiliser et d'utiliser les outils d'une démarche scientifique.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point ça a été, et d'ailleurs ça a été mentionné aussi bien par Madame la Ministre que Monsieur le maire de Paris, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point la parole scientifique aujourd'hui est profondément abîmée, profondément mise en cause aujourd'hui, en particulier, évidemment, c'est vrai, c'est très frappant de l'autre côté de l'Atlantique, parfois au plus haut niveau, mais c'est vrai aussi chez nous, évidemment, sur les réseaux sociaux, qui comportent par ailleurs bien des exemples de pédagogie et d'intelligence, mais qui déversent aussi des torrents d'inepties ou qui contestent parfois de manière profondément infondée la parole scientifique et la méthodologie même de la science aujourd'hui. Et contre ça, nous avons un devoir d'indignation collective. Je pense que tous dans la salle, nous sommes unis par le fait que nous croyons à la démarche scientifique, nous croyons à la démarche expérimentale, nous croyons à ces objets-là, il faut en être fier, et il faut s'indigner sans relâche sur justement des objets, les réseaux sociaux ou ces idées qui véhiculent justement une forme de relativisme absolu sur tous les sujets techniques et scientifiques aussi. La confiance dans la confiance dans la science, elle se construit aussi ici, et quand même je voudrais quand même dire que le dernier baromètre de l'esprit critique d'Univers Science montre bien que nos jeunes ont une attente sur ce sujet. Ils mêlent un fort intérêt pour la science et un rapport critique aussi parfois à la production scientifique et à l'indépendance des chercheurs. Nous devons être au rendez-vous de cette attente, nous devons montrer aux jeunes que la science avance à tâtons. À tâtons, nous avançons à tâtons, avec rigueur, mais aussi habité par un doute qui est au cœur de la démarche scientifique, un doute créatif. Elle avance aussi par la confrontation des idées, par le débat, qui n'est évidemment pas l'injure et qui est un débat construit, et un débat qui peut être vif, mais sans lequel il n'y a pas de conquête scientifique possible. Mesdames et messieurs, chers amis, 40 ans est l'âge selon Peggy où nous devenons ce que nous sommes. C'est donc un bon âge pour faire un premier bilan et se réinventer. Nous connaissons l'importance des lieux, de ces lieux. Ils sont creusés où se forge l'envie d'explorer, de comprendre, de débattre, de choisir ensemble. Ils sont essentiels pour porter haut les couleurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Et évidemment, je n'oublie pas l'industrie, je l'ai dit à plusieurs reprises, je sais qu'Univers Science partenaire est représenté au plus haut niveau ce soir, et je sais aussi que nous pouvons compter sur votre engagement pour approfondir ces liens entre sciences, techniques et industrie. En cet anniversaire, je forme le vœu que la Cité des Sciences continue longtemps à tracer son chemin singulier pour porter la voix des sciences à tous les âges. Madame la Présidente, merci encore de votre invitation, merci aussi pour ce dîner magnifique qui se prépare, et très bon anniversaire une fois de plus à la Cité. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire et Monsieur le ministre. Alors on l'a compris, chacun a son histoire avec la Cité des Sciences et de l'Industrie qui laisse parfois une trace mémorielle, sensorielle, émotionnelle sur son visiteur. Pour ma part, mon histoire a un lien avec son engagement en faveur du changement climatique. J'ai en effet à plusieurs reprises animé des événements avec le Forum international de la météo et du climat, et j'y ai également, je garde un souvenir assez ému avec l'inauguration de l'exposition permanente Urgence climatique qui se trouve justement juste derrière. C'était en octobre 2023 aux côtés de Jean Jouzel qui est paléoclimatologue, lauréat de la médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique et du prix Vetlesen. Jean, c'est aussi un membre de l'Académie des sciences, président de l'association Météo-Climat et commissaire scientifique de cette exposition, donc ici à la Cité des Sciences. Il a été également vice-président du GIEC et a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix. Alors pour ouvrir cette soirée d'inauguration et d'intervention, je vais appeler quelqu'un que vous connaissez tous. Il est l'un des grands visages de la vulgarisation scientifique auprès du public, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous invite tout de suite à accueillir sur scène Jamie Gourmaud. Jamie, je vous cède la parole, chers collègues.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce dîner qui célèbre donc les 40 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à Univers Sciences, merci, chère Sylvie, de me faire cet honneur et de m'accorder votre confiance. J'aime ce lieu, je m'y sens bien. En voyant le carton d'invitation et ces deux enfants qui volent au-dessus de la ville, en direction de la cité, j'ai tout de suite pensé aux miens. Ils sont grands maintenant. Mais combien de fois m'ont-ils accompagné ici lorsque je venais me documenter pour préparer une émission? On l'a dit tout à l'heure, Internet commençait juste à faire parler de lui. Je n'avais pas encore le réflexe, ou bien je n'y trouvais pas tout ce dont j'avais besoin pour comprendre et pour ensuite restituer. Mes enfants étaient comme ceux qui figurent sur l'invitation, sur un petit nuage, car ils savaient que leur journée allait être consacrée à l'émerveillement. Et moi aussi, j'étais sur un petit nuage. Un peu pour les mêmes raisons, mais pas seulement. Je vais vous faire une confidence. On me connaît pour l'émission C'est pas sorcier, ça, ce n'est pas une révélation. En revanche, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'idée de ce programme a germé ici. En décembre 1993, nous tournons avec mon camarade Fred une émission déjà scientifique mais très classique, des plateaux et des reportages. Nous avons choisi la Cité des Sciences et de l'Industrie comme décor pour lancer une rétrospective des grands événements scientifiques de l'année. On nous avait à cette occasion laissé les clés de la cité pour une nuit. Jamais je n'avais passé autant de temps à l'intérieur de ce lieu. Je me souviens m'être promené au milieu des maquettes à l'échelle 1 pour certaines, m'être fait happer par le design, la mise en scène, les couleurs, la clarté du propos. La science était souriante. Elle parlait à tout le monde, elle était accessible aux antipodes de l'image que beaucoup en avaient et beaucoup en ont encore. Ce lieu a éveillé notre curiosité et sans doute aussi libéré notre envie de transmettre. La suite, vous la connaissez, le virus inoculé ici n'a jamais cessé de faire effet et c'est encore le cas aujourd'hui et pour cause. La science est au carrefour de tous les grands débats du moment, santé, énergie, environnement, alimentation, climat, communication, transport, biodiversité, espace, information, transmission des savoirs. Nous avons besoin de connaissances pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour mesurer les enjeux. Parallèlement, il n'y a jamais eu autant d'expressions, on l'a dit à l'instant, autour de ces sujets via les réseaux sociaux notamment, où vous le savez, les connaissances font parfois, devrais-je plutôt dire, souvent cruellement défaut. Pire, où les savoirs fondamentaux sont malmenés. Et comme si ça ne suffisait pas, la science fait peur, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle semble inaccessible. La Cité des Sciences et de l'Industrie, ainsi que le Palais de la Découverte, œuvrent sur tous ces fronts depuis très longtemps, en réussissant l'exploit de diffuser des savoirs, mais aussi de créer de l'appétence pour les sciences. L'antidote à leur rejet et à la prolifération des fake news repose sur ce cocktail. Mais c'est un exercice exigeant. Pour rendre les concepts accessibles, il faut bien sûr les maîtriser, mais il faut ensuite les mettre à la portée du visiteur, le séduire, l'entraîner pour chaque explication dans une aventure, lui faire découvrir l'envers du décor, comme si on lui remettait les clés d'une cité interdite. Bref, lui raconter une histoire. À ce stade, pas besoin de formules mathématiques, les mots suffisent. Mais attention, il faut bien les choisir. Imaginez les bons supports, la bonne articulation, ne pas brûler les étapes, simplifier parfois, mais pas trop, ne pas travestir la réalité. Tout le monde doit y trouver son compte, le profane et l'expert. Car quel est l'objectif au bout du compte? Nourrir la curiosité des passionnés, assurément. Créer des vocations, sans aucun doute.
Mais le but est aussi de sensibiliser pour que la science devienne un centre d'intérêt ou tout simplement un sujet de conversation reposant sur des faits et non des croyances, pour que les profanes soient réceptifs aux réflexions des experts et que ces derniers soient attentifs aux questions que se posent les premiers. Lors de la préparation de cette intervention, on m'a demandé d'imaginer la Cité des sciences et de l'industrie dans 40 ans. Honnêtement, j'ignore à quoi elle ressemblera. Je ne suis pas devin. Ce que je sais, en revanche, c'est que les créateurs de cet espace ne se sont pas trompés. Ils avaient anticipé les besoins de connaissances. Et je suis convaincu qu'ils ne se limitaient pas aux 40 années qui allaient venir. Nous y sommes, et les besoins sont toujours là. Je suis convaincu que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, viendront encore s'épanouir à la Cité des sciences et de l'industrie, chercher les étincelles qui accompagnent le déclic de la compréhension des phénomènes. Dans 40 ans, j'imagine que les outils et les supports auront changé, que les sujets auront évolué, mais que les savoirs fondamentaux auront toujours leur place ici. En tout cas, je n'imagine pas qu'un futur puisse se passer de savoir et de connaissances scientifiques et que l'on puisse se priver d'un espace comme celui-ci où l'on peut voir, toucher, manipuler, expérimenter, échanger. Les liens qui se tissent ici entre le public et la science n'existent nulle part ailleurs. Je formule juste un souhait que j'ai un peu esquissé depuis le début de mon intervention. Que ces liens se renforcent et qu'ils unissent encore davantage de monde, que la science cesse d'être vue comme un centre d'intérêt d'élite, mais comme la pièce d'un puzzle qui dessine notre culture générale. Alors bien sûr, la Cité des sciences et de l'industrie, ainsi que le Palais de la Découverte, ne feront pas tout. La place des sciences à l'école est fondamentale, pour ceux qui s'orienteront vers des formations et des carrières scientifiques, évidemment. Mais elle doit aussi trouver sa place auprès des autres. Car comme les premiers, peut-être même davantage qu'eux, ils, elles, seront saisis par le doute et amenés à participer au débat qui traite des grandes questions de science. Ils auront, comme nous avons toutes et tous, besoin d'un peu de science pour éviter que seuls la peur et le rejet leur servent de boussole. Enfin, dans un monde où les règles du débat volent en éclats à chaque instant, il me semble que l'acquisition de connaissances et l'apprentissage de la démarche scientifique pourraient constituer un excellent modèle pour que les suivants se familiarisent avec l'exercice de l'argumentation. Une argumentation reposant sur des faits, débarrassée de croyances et d'idées reçues obsessionnelles. Le savoir rend heureux, le savoir rend libre, disait mon ami Michel Serres, qui lui aussi adorait ce lieu. Pour conclure, je tiens à souhaiter un très bon anniversaire et remercier toutes celles et ceux qui conçoivent, écrivent, réalisent, adaptent les expositions qui nous entourent et qui nous donnent du bonheur, même quand on les visite pour la énième fois. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci Jamy pour ces mots. Voilà, donc les entrées sont en train d'être servies. Je vous souhaite à tous une très bonne dégustation. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Ce soir, Universcience a choisi de réunir quelques duos au fil de la soirée. Place donc au premier rendez-vous. Je vous propose quelques indices. Il s'agit tout d'abord d'une femme d'exception, docteur en médecine et en neurosciences, première femme française astronaute. Elle a su briser les barrières et repousser les limites du possible. Elle continue d'inspirer des générations de Françaises et de Français grâce à son audace et à sa vision. Elle a été ministre, déléguée de la recherche et des nouvelles technologies, et elle a présidé
Univers Sciences de 2010 à 2015 et est membre de l'Académie des technologies. Son parcours constitue une véritable aventure humaine, avant tout, scientifique, spatiale, politique, culturelle, qui donne tout son sens à sa présence ce soir. Il s'agit bien sûr, et j'imagine que vous l'avez compris, de Claudie Aigneret. Et ce soir, elle va former un duo avec Arnaud Prost, pilote d'essai sur avion de chasse et astronaute qui a rejoint le corps des astronautes européens et incarne la relève des astronautes français et qui, comme Sophie Adenau, font tant rêver les jeunes générations. Ils nous font l'honneur d'être avec nous ce soir et vont nous parler de leurs expériences de la Cité des Sciences et de l'Industrie, de ce qu'elle représente pour eux, pour la science, des défis que l'on doit relever et des promesses d'avenir. Mais avant de leur donner le micro, nous avons une petite surprise pour vous. Et je vous invite d'ailleurs à vous tourner vers les écrans autour de nous, car il y a quelqu'un qui a tenu à nous laisser un message. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être avec vous, même à distance, pour célébrer un anniversaire qui me tient particulièrement à cœur, les 40 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je tiens à saluer Madame la Présidente d'Univers Sciences, Sylvie Retailleau, ainsi que les ministres présents, Mesdames et Messieurs Martin, Baptiste, Pégard et Geoffrey. C'est un honneur de m'adresser à vous pour ce jubilé. La Cité, c'est bien plus qu'un musée, c'est le temple de la curiosité. Et pour moi, c'est l'endroit où on réalise que la science n'est pas une série d'équations froides, mais une aventure humaine vibrante. C'est un lieu unique qui rend l'invisible visible et le complexe accessible. Et que l'on soit un enfant devant un robot ou un adulte s'interrogeant sur les enjeux climatiques, la Cité nous offre les clés pour comprendre notre monde et surtout oser l'imaginer différemment. Je garde un excellent souvenir de ma venue le 27 février 2025 pour notre conférence. J'ai vu dans les yeux des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs cette même lueur que j'avais enfant, celle du « waouh » et parfois « pourquoi pas moi ?» Un lieu comme la Cité est un catalyseur indispensable. C'est ici que les plafonds de verre commencent à se fissurer car la science y perd son caractère intimidant pour devenir une ambition concrète. Et en voyant le parcours de pionnières comme Claudie Aigneret, que je salue aujourd'hui d'ailleurs, on comprend que nos trajectoires d'ingénieurs, de pilotes ou d'astronautes ne sont pas des exceptions, mais des horizons accessibles. La Cité donne aux jeunes les outils pour passer du « je n'ose pas » au « pourquoi pas moi », en prouvant que face aux enjeux de demain, seule la curiosité et la rigueur comptent, pas le genre. La diffusion de la connaissance est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la jeunesse et à la société. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Alors, levons notre verre. Ah ben mince, il n'y a pas de verre en orbite. Bon, alors, levons notre sachet d'eau recyclé à ces 40 ans de passion partagée et à toutes celles à venir. Joyeux anniversaire à la Cité des Sciences et de l'Industrie et continuez de nous faire rêver et surtout de nous faire comprendre. À bientôt. Merci à Sophie Adenau pour ce merveilleux cadeau depuis l'espace. Je vous laisse à vous la parole. Oui, mesdames et messieurs les ministres, et mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit, chers amis. Alors, c'est magnifique d'avoir entendu Sophie. Elle a toujours une façon tellement rayonnante et solaire de nous parler que c'est vraiment un bonheur et une émotion de l'entendre. Elle a dit que c'était un plaisir pour elle de célébrer ce moment avec vous tous. C'est bien évidemment un plaisir pour moi de vous retrouver pour fêter les 40 ans de la Cité des Sciences au sein d'Univers Sciences. Vous savez que j'y ai passé 6 magnifiques années, entre 2009 et 2015, à goûter la science, la technologie. Puis c'était le début de ce 21e siècle, donc une nouvelle façon de penser la science, la façon de s'y immerger, de la raconter. Il fallait repenser cet accès à la science, comment on pouvait avoir des nouveaux formats multiples, évolutifs, parce que ça change à toute allure, vous l'avez dit, monsieur le ministre.
Et puis, associer la Cité des Sciences à aussi ses collaborateurs talentueux du Palais de la Découverte. Et je suis tellement heureuse d'apprendre que le Palais de la Découverte va réouvrir au mois de mars 2027. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Madame le Ministre, d'avoir... Alors, lorsque j'ai eu l'honneur de présider la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est vrai que j'étais frappée par cette conviction simple que dans ce monde, justement, traversé par des avancées scientifiques, technologiques, digitales, fulgurantes, je dirais, la culture scientifique et technique ne devait plus être réservée qu'à quelques spécialistes et que c'était une condition de notre citoyenneté. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Et que cette culture, elle doit s'adresser à toutes les générations. Sophie vient de le rappeler. Elle doit être bien sûr scientifique, technologique, numérique, mais elle doit être aussi... Je me permettais, voilà, c'était juste pour... Elle doit être aussi sensible, ludique, accessible. Parce que c'est vrai qu'on n'entre pas dans la science uniquement par les équations. Certains peut-être, à ma table, avec l'IHES. Mais pas tous, hein, quand même. Et on y entre aussi par la curiosité, l'émerveillement, l'étonnement, l'expérimentation, le jeu, le désir de comprendre, les rencontres de scientifiques fantastiques. Et en parlant de Sophie, j'apprécie énormément, et je pense que vous regardez tous les dimanches matins, elle nous fait ces 2 petites minutes de science d'une façon absolument remarquable. Et je dirais que c'est aussi un atout supplémentaire de ces missions spatiales habitées que de pouvoir s'adresser à un grand nombre. Et Arnaud, il faudra que tu le fasses aussi quand tu vas voler. À ta façon, mais tu le feras aussi très bien. Notre responsabilité collective, elle est immense, transmettre non seulement des connaissances, bien évidemment, mais aussi l'esprit critique, le goût du progrès et puis le sens de l'intérêt général. Alors, on est là aussi, on a parlé des biens communs pour notre humanité, l'intérêt général, ça fait partie. Ça. Parce que si on ne comprend pas tout ça, s'il n'y a pas de compréhension, eh bien c'est vrai, vous l'avez dit, les accélérations technologiques, elles vont provoquer de la défiance, elles vont provoquer du rejet, de la fracturation. Mais avec de la pédagogie, avec de l'éthique, avec de la mise en contexte, c'est au contraire des formidables leviers d'émancipation et de préparation pour cet avenir plus désirable. Alors, Madame la Présidente, Sylvie m'avait demandé de penser à une anecdote. Alors, il y a 40 ans, a été inaugurée la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'était l'année du passage de la comète de Halley, survolée par la sonde Giotto de l'ESA. Eric, tu te souviens? Vous avez vu, la Lune, elle se déplace là au-dessus du dôme. Hein. C'est absolument magnifique. Il faut regarder de ce côté-là. Elle est passée de là-bas et elle est pas pleine, mais elle est déjà très belle. Donc, c'était le moment où passait la comète de Halley, en 86. C'était une superbe mission européenne d'exploration du système solaire à proximité d'une comète. Alors, c'est autour des comètes que je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens d'un moment très révélateur vécu en novembre 2014. C'était l'atterrissage historique de le petit atterrisseur Philae sur la comète Chury, dans le cadre de la mission Rosetta. Là encore, magnifique mission de l'Agence spatiale européenne associée au CNES pour l'atterrisseur. Alors, le président de la République était là, novembre 2014. Il était présent à la Cité des Sciences avec des milliers de visiteurs qui remplissaient la grande salle de conférence, le hall, il y en avait partout, des milliers de visiteurs. Et comme tous ceux qui étaient dans la salle, il attendait avec impatience la première image. Et avec une spontanéité que je dirais presque enfantine, il me demandait à très court intervalle: alors, elle arrive quand, la photo? Et moi, je téléphonais à Jean-Jacques Dordain, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, qui était au centre en Allemagne. Et je lui disais: Jean-Jacques, elle arrive quand, la photo? Monsieur le Président de la République demande la photo. Comme s'il suffisait de prendre une image et de l'envoyer instantanément. Mais au centre de contrôle, en Allemagne, les ingénieurs rappelaient calmement qu'il fallait attendre. Les signaux parcouraient des centaines de millions de kilomètres. Les données devaient être reçues, décodées, vérifiées, recomposées. Ces longues minutes d'attente racontaient à elles seules ce qu'est réellement la science.
de la patience, de la précision, de l'intelligence collective et une extraordinaire maîtrise technique au service d'un rêve humain. Ce moment fascinant, ce jour-là, ça éclipsait ce temps long de la science, dans l'étonnement de l'instant, dans cet émerveillement. Nous étions tous redevenus des enfants, rêveurs, même le président de la République. À nous d'entretenir cette flamme, cette lumière de l'avenir. Il y a tant d'enjeux et de défis à relever ensemble avec enthousiasme, avec rigueur et responsabilité. Alors c'est vrai que moi aussi, vous l'avez déjà fait, mais je voudrais insister sur l'enjeu essentiel des vocations. C'est bien sûr la mission de la Cité des sciences et de l'industrie aux côtés de l'éducation scolaire. Nous avons besoin de davantage de jeunes qui choisissent les sciences, le numérique, l'ingénierie. Et nous avons surtout besoin que les petites filles et les jeunes filles et même les jeunes femmes s'y sentent pleinement légitimes. Parce que c'est vrai que cette recherche plus diverse, c'est ça qui va rendre la recherche plus forte, plus complète. Diversifier les regards, ça permet de réduire les angles morts, de déconstruire les stéréotypes, d'éviter des réponses trop homogènes quand il y a des sujets qui sont d'une complexité qu'on ne peut pas résoudre avec une seule réponse et une seule direction. Et puis aucune société ne peut prétendre aujourd'hui affronter l'avenir avec la moitié de ses talents. Donner envie de science, c'est finalement donner envie d'avenir. Un avenir éclairé par la connaissance, guidé par la responsabilité, porté par l'audace. L'audace d'inventer ensemble. Et c'est vrai que j'ai la conviction, et je le sais parce que je la connais bien, que la Cité des sciences et de l'industrie, sous la présidence de Sylvie, avec les merveilleux collaborateurs à qui je rends hommage en admiration ce soir, eh bien, vont porter avec détermination et créativité cette lumière. Et c'est vrai que de jeunes, anciens enfants, maintenant moins jeunes, ayant parcouru ces lieux, en famille, avec leur école, aujourd'hui ce sont des adultes actifs avec enfants, voire petits-enfants. Et ils nous en font témoignage, fréquemment. Et ça, on l'a connu récemment, dans les 10 dernières années. Comme l'a fait, et le fait toujours, le Palais de la Découverte. Qui ici ne va pas dire qu'il a grandi avec cette flamme du Palais de la Découverte. Et tout ça, c'est pour notre plus grand plaisir et fierté. Alors, merci à vous tous, à vous toutes, de continuer à accompagner la Cité des sciences, de la soutenir avec passion. Merci de partager cette passion. Monsieur le ministre, Madame la ministre, mon colonel, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici, de pouvoir l'être en plus avec Claudie, de pouvoir avoir pu écouter Sophie. Donc, je m'appelle Arnaud Prost, je suis membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne. J'ai été sélectionné en même temps que Sophie. Et quand je ne m'entraîne pas justement avec l'Agence spatiale européenne, je suis pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, ou ingénieur d'essai pour la Direction générale de l'armement, donc je sers les armées françaises. Mais avant d'arriver à faire tout ça, j'ai d'abord commencé par être un petit garçon de 7 ans. Et en 1999, du coup, vous pourrez faire le calcul, et bien du coup, il s'avère que j'avais fait le grand voyage entre Marseille et Paris pour venir pour la première fois découvrir la capitale, avec un homme, mon père, qui m'a aidé dans le début de la découverte de la science et qui m'a amené à la Cité de la Science. Et il s'avère que j'ai toujours un souvenir vraiment très, très vif de ce moment-là, de la géode, j'en parlerai un peu plus tard, de l'argonaute et de mon premier contact avec des notions scientifiques qui sont fondamentales et qui, je pense, ont contribué à allumer une flamme, à lancer une passion pour la science, dans mon cas. Et donc, j'en profite parce que, d'après ce qui a été dit plus tôt, je comprends que vous avez tous et toutes œuvré à ce que la Cité de la Science soit créée et maintenue. Et donc, de cette manière, vous avez œuvré à créer cette passion pour moi. Et donc, merci beaucoup. Et merci de me recevoir. C'est vraiment une très grande fierté. Cette passion pour les sciences, du coup, elle m'a poussé vers les études scientifiques, elle m'a amené jusqu'à l'école polytechnique, elle m'a amené ensuite dans les armées, jusqu'à peut-être un jour, j'espère, dans l'espace. Et elle m'a aussi apporté une passion pour la recherche, et donc je vous fais une confession, c'est que j'ai toujours un doute, peut-être un regret d'une carrière de chercheur que j'ai pas embrassée. Et bon, peut-être qu'il n'est jamais trop tard, dans 20 ou 30 ans, mais en tout cas, la Cité de la Science a aussi contribué pour moi à cette approche-là. Et donc je me souviens très bien, je vous disais, de la visite de l'Argonaute avec mon papa, et ça m'avait impressionné, ce sous-marin, et ça avait contribué aussi à créer une passion pour moi pour la plongée sous-marine, que j'ai perpétrée après. J'ai fait beaucoup de plongées, et notamment, je me suis intéressé donc, aux aventures du commandant Cousteau, comme peut-être certains et certaines d'entre vous, et j'ai lu un auteur qui s'appelle le commandant Tellier, qui
qui a écrit un livre, donc il faisait partie de l'équipe de Cousteau, et il a écrit un livre qui s'appelle « Plonger sans câble ». Parce qu'effectivement, cette équipe de plongeurs, ils ont inventé une manière de plonger sans câble. Parce qu'avant, il fallait un câble, quelqu'un qui pompe, qui vous relie à la surface. Et donc, en inventant le scaphandre autonome, Cousteau, Tellier ont inventé une manière de se libérer et pouvoir explorer la mer. Et dans ce livre, il dit qu'en fait, il y a une infinité de câbles qui nous entravent. Il y a les câbles qu'on voit, parce qu'ils laissent la marque de la chaîne, et il y a les câbles que l'on ne voit pas, parce qu'ils sont dissimulés par l'ignorance, par l'habitude ou par la peur. Et pour moi, c'est trois mots qui sont très importants et qui sont au cœur de ce que je comprends de ma mission de communication de la science auprès du grand public, et qui sont au cœur, je pense aussi, de la mission de la Cité de la Science, c'est de lutter contre l'ignorance, contre la peur et contre l'habitude, qui peuvent parfois nous tromper d'une certaine manière. Et donc, je pense que la science, elle est là pour nous éclairer, elle est aussi là pour nous unir parce que ça nous fait servir des causes qui nous dépassent, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est une façon d'être utile et de ne servir quelque chose d'autre que soi-même, et ça a un sens et ça a une valeur énorme qu'on oublie un peu quand on est un serviteur de la science avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Et je pense qu'on a besoin de repères dans l'existence et dans la quête de connaissances. Et donc certains de ces repères ont un visage. Pour moi, j'ai un visage juste à côté, c'est celui de Claudie, que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui me conseille dans ma carrière d'astronaute en devenir, et je la remercie beaucoup. Mais comme m'inspire aussi Sophie, Thomas, Jean-François Clairvoy, comme m'inspire aussi Jamy, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, et ça a vraiment parlé à l'enfant et l'adolescent en moi. Et donc j'en profite pour vous remercier aussi beaucoup pour ce que vous avez fait. Et donc, je pense que certains de ces repères n'ont pas forcément besoin d'un visage. Et pour moi, la Cité de la Science, qui m'a précédé, qui est un peu plus âgée que moi, c'est un de ces repères de la connaissance. C'est comme un phare dans la nuit. Et une nuit, ça a été dit par plusieurs personnes, une nuit qui s'épaissit. Et donc, je pense que c'est plus important que jamais. La tâche, elle est immense, parce que les choses s'accélèrent. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'impose de refuser les raccourcis, comme le disait aussi Claudie, les facilités de l'esprit, les fausses dichotomies où on oppose des choses qui en réalité n'ont pas de raison d'être opposées, les solutions trop simples. Et il faut garder, je pense, de l'autorité sur sa vie, de l'autorité sur soi-même, pour appliquer les principes de la pensée scientifique. Et c'est pas facile, tous les jours. Pourtant, ça a été rappelé plusieurs fois à quel point c'est essentiel. Mais je pense que c'est un effort de chaque instant qu'on doit aux générations suivantes, parce que c'est la seule façon de continuer à s'améliorer et à avancer, à progresser, comme le disait Claudie, tous ensemble. Donc du coup, je vais terminer avec une phrase d'un grand physicien français, contemporain, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, c'est Carlo Rovelli. Il dit « Je crois que si j'aime la physique, c'est justement parce qu'elle ouvre la fenêtre et elle regarde au loin. Elle me donne une sensation d'air frais entrant dans la maison. » Pour moi, c'est vrai pour toute la science. La science, elle donne du souffle pour comprendre, pour s'unir, pour avancer. Donc joyeux anniversaire à la Cité de la Science, qui m'a donné la première respiration, du souffle qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui, et peut-être un jour dans l'espace. Merci Claudie Néré et Arnaud Prost. Le dîner est en train d'être servi, alors encore une fois, bonne dégustation à tous. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. C'est à présent au tour de notre deuxième rendez-vous de la soirée. Elle est immunologiste et chercheuse, spécialiste des liens entre les microbes et le système immunitaire, explorant de multiples champs d'investigation. Yasmine Belkaïd dirige aujourd'hui l'Institut Pasteur après avoir dirigé le Centre d'immunologie humaine du National Institute of Health ainsi que le programme microbiome du National Institute of Allergy and Infectious Disease qu'elle a fondé aux États-Unis. Lui est mathématicien, médaillé Fields en 2022 pour ses travaux sur des modèles de particules en interaction et ses travaux sur des phénomènes aléatoires. Il s'agit d'Hugo Duminil-Copin. Il est professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Genève et professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques. Nous sommes particulièrement heureux et honorés d'écouter ce soir ce duo d'excellence scientifique internationale, s'il vous plaît.
Ils vont nous parler des sujets au cœur de leur démarche, de la recherche contemporaine. Alors merci de les accueillir tout de suite sur scène. Exactement. Qui commence? Je sais pas. Les femmes d'abord. Ouais. Femmes en sciences d'abord. Alors, un immense merci, c'est un très très grand plaisir pour moi d'être ici pour vraiment faire une chose qui est de célébrer la science. Aujourd'hui, on est là pour parler du succès de la science. Il faut se rappeler, et on ne se rappelle pas souvent, qu'il y a à peine quelques décennies, un enfant sur 2 mourait de maladies infectieuses. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas d'antibiotiques. Quand j'étais plus jeune, le cancer du sein était une condamnation. Il ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la science change le cours du destin, peut en fait ouvrir de nouvelles thérapies. Les découvertes et la science deviennent extraordinaires. Il n'y a plus de limite à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut décoder dans les gènes, à ce que l'on peut regarder, à ce que l'on peut observer. Donc c'est un moment où on se rappelle à quel point la science n'a jamais été aussi puissante et aussi belle. Donc aujourd'hui, un immense merci pour m'inviter parce que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est célébrer le succès et le pouvoir de la science. Donc, chère Sylvie, je voulais vous remercier aussi parce que pour moi, être ici aujourd'hui, c'est très particulier. Je suis là pour le célébrer comme une scientifique, comme une citoyenne, mais aussi un peu comme l'enfant, comme nous tous. On en a beaucoup parlé de l'enfant, de la joie. La science, c'est avant tout cette joie merveilleuse de la découverte. Et ici, c'est exactement ce que les gens ont pu découvrir. Je n'ai pas eu la chance de découvrir cette institution quand j'étais enfant. Je ne suis pas née en France. Mais je l'ai découvert pendant ma thèse, quand je faisais ma thèse à l'Institut Pasteur. Et je peux vous avouer que découvrir qu'il puisse y avoir un endroit dans lequel on ne parlait que de science, où les choses étaient célébrées, a été pour moi extraordinaire. Donc, je n'avais pas 7 ans, et je ne vous dirai pas l'âge que j'ai non plus, mais j'ai été absolument, ça a été un moment extrêmement magique pour moi. Et je me souviens aussi d'autres joies. Je me souviens de ma propre joie en tant qu'enfant, et quand j'ai découvert ce que voulait dire la découverte. J'ai découvert avec ma grand-mère, qui était herboriste, et c'était de visiter en fait les montagnes, de visiter les forêts, et de découvrir le langage des plantes. Et c'était vraiment pour moi ma première découverte de la science. Et cette émotion, on la retrouve dans les yeux des enfants qui viennent découvrir en fait à l'Institut ici et qui viennent en fait découvrir dans ce merveilleux endroit. Donc un immense merci pour préserver cette magie. Donc la science, c'est pas simplement une méthode. On a entendu en fait, c'est pas simplement ce côté austère, c'est bien entendu avant tout une passion. C'est l'émerveillement, c'est la magie. Et on ne parle pas assez souvent de la magie de la science, de l'aspect absolument fascinant et extraordinaire et joyeux de la science. Ce lieu unique ici célèbre non seulement la science, mais aussi célèbre cette passion et cette joie que l'on peut ressentir par rapport à la science. Donc c'est un espace où on apprend pas simplement avec les yeux, mais avec son émotion et avec ses mains. On peut toucher, on peut comprendre. C'est un lieu aussi qui rappelle quelque chose qui est fondamental, c'est que la science n'est pas un privilège. La science est une aventure partagée. C'est un langage universel et ça nous appartient absolument tous. Et on en a entendu parler aujourd'hui. Pour ma part, je crois que la biologie, qui est mon domaine de recherche, c'est le langage du vivant, celui des connexions, des interdépendances, des fragilités, des équilibres. Et dans un monde que l'on vit aujourd'hui, qui est un monde affecté de changement climatique, dans lequel il y a une perte de biodiversité, dans lequel, je vous le rappellerai, il y a des émergences épidémiques, et en fait des événements récents ont pu nous le rappeler. C'est un monde dans lequel d'avoir un environnement comme celui-ci est plus que jamais important. Ce que nous sommes quand même, et on l'a aussi entendu aujourd'hui, je pense qu'on est tous très très conscients, on est dans un moment très singulier de l'histoire de la science, dans lequel on n'a jamais été aussi puissant scientifiquement dans toutes nos dimensions et on n'a jamais été aussi fragile. On n'a jamais été aussi attaqué, douté, mis en danger et parfois sous-financé. Donc c'est dans ce moment, et dans ce moment très particulier, que promouvoir la science revêt une dimension très particulière. Nous devons ensemble reconquérir notre influence pour regagner la confiance. À l'Institut Pasteur, cette conviction, elle nous anime chaque jour. La science n'a de sens que si elle est partagée. À ce titre, la Cité des Sciences partage avec nous et a été vraiment un modèle d'inspiration pour le musée que nous sommes en train de créer. Et je vous remercie aussi beaucoup parce que la Cité des Sciences nous a aidés pour la conception du musée qu'on est en train de reconstruire, pour réinventer une façon de parler de la science qui touche le public. Donc un immense merci pour votre aide.
Donc j'aimerais formuler un vœu pour les années à venir, que cette collaboration continue, que ces deux institutions absolument magiques, extraordinaires, puissantes, puissent vraiment travailler ensemble pour faire une chose qui est plus que jamais importante, parler de la science, la remettre au centre de la société, au centre du débat, et être certain qu'on se rappelle et qu'on n'oublie pas ce que la science a fait et va faire pour nous tous. Donc, qu'on espère tous ensemble que l'Institut Pasteur, la Cité des Sciences et tout d'autres vont continuer à inspirer les générations à venir et nous rappeler de l'importance fondamentale de la recherche et de sa grande beauté. Donc, joyeux anniversaire pour les 40 années d'audace, de courage, de transmission et d'émerveillement, et tous mes vœux de succès, d'inventivité et de rayonnement pour les 40 et bien plus d'années à venir. Et surtout, merci de nous rappeler à tous, depuis 1986, que la science est d'abord une grande, grande histoire d'humanité partagée. Un immense merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc après tous les professionnels, aussi l'amateur. Apparemment, il y a un jeu assez sympa ce soir qui consiste à essayer de deviner l'âge de la personne qui parle. Alors je sais, il y a eu plein de calculs à faire et tout ça, donc en tant que mathématicien, j'étais complètement paniqué. Moi, ça va être vachement plus simple. Je peux juste vous dire que j'étais absolument ravi de tout ce qui a été dit sur ce bel âge qu'est 40 ans. Voilà, si on parle aussi bien dans 10 ans de ça, je reviens pour les 50, les 60, les 70, aucun problème, je serai ravi. Bon, moi, ça me fait quelque chose, effectivement, de revenir ici. Je me souviens très très bien d'avoir manipulé plein de grosses briques quand j'avais 6 ans, donc à l'époque. J'en ai parlé à ma mère qui m'a rappelé que je m'étais auto-décrété comme étant chef de chantier, de ce fameux chantier. L'avenir m'a rappelé alors, en me rappelant qu'il faut un peu de charisme pour être un chef, donc je me suis tourné vers les équations. Mais il y a quelques années, j'ai revécu l'expérience chef de chantier quand j'ai construit ma maison. Et c'était beaucoup moins ludique qu'à la Cité des Sciences. Donc merci pour ça. Et ça m'a quand même permis d'exercer un peu mon esprit critique, qui est la carte que j'ai tirée. Donc, parlons de l'esprit critique. Donc aujourd'hui, je pense que vous le savez tous et toutes, par intérêt ou par ignorance probablement, certains voudraient nous faire croire qu'il n'est plus nécessaire forcément de connaître. Tout simplement parce que toutes les réponses se trouvent auprès de votre meilleur ami artificiel. Et ces discours, malheureusement, ils passent à côté de l'essentiel. À l'heure où le savoir encyclopédique est largement accessible et de manière dématérialisée, l'esprit critique, lui, il demeure en fait profondément humain. On oublie de le dire, mais l'esprit critique, c'est quelque chose, c'est un rapport de vous à vous-même. C'est essayer de justement vous superviser, vous évaluer, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très incarné, de très personnel, et ça n'a rien à voir avec la connaissance. Moi, je prends toujours l'exemple, il n'est pas nécessaire de maîtriser la climatologie ou la microbiologie dans leurs moindres détails pour reconnaître la solidité d'un résultat. Et de même qu'il est, même pour moi, en tant que spécialiste de la physique statistique, il n'est pas indispensable de tout comprendre dans mon propre domaine pour faire avancer la science. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de me répéter pour me rassurer. Mais donc l'enjeu n'est pas de tout savoir, l'enjeu c'est de savoir décrypter. Et dans un monde saturé d'informations, il est essentiel de donner à toutes et tous ces outils qui vous permettent, qui sont fiables, indépendants et rigoureux, qui vous permettent d'exercer votre jugement. Et la Cité des Sciences l'a bien compris. Depuis 5 ans, elle organise le baromètre de l'esprit critique, ainsi que le printemps de l'esprit critique. Ils aiment bien l'esprit critique, je vous préviens, la liste est longue. Bientôt, vous pourrez découvrir l'exposition L'Esprit critique, conçue avec le Quai des Savoirs d'ailleurs et le Cap Science. Donc, ils aiment l'esprit critique et ils savent ce que c'est. L'esprit critique, c'est quoi? C'est reconnaître une analogie entre deux situations, vérifier une affirmation, confronter une intuition au fait. C'est aussi corriger un biais cognitif, on en entend souvent parler, accepter de réviser son opinion. Je ne sais pas si vous êtes vous-même chercheur ou chercheuse, mais s'il y a bien des gens qui sont prêts à se remettre en question, c'est les chercheurs et les chercheuses. Analyser les données, tout ça. Ces capacités, ce n'est pas des connaissances, c'est des capacités, ce sont des compétences, c'est différent. Ces capacités, ces compétences, elles se cultivent, elles s'entraînent, et c'est là une excellente nouvelle. Malheureusement, dans notre société actuelle, on se concentre souvent sur la prouesse technique, sur l'annonce spectaculaire, sur le titre accrocheur.
Et à force d'appliquer les codes du marketing à la connaissance, les codes du buzz, eh bien, on finit par réduire le public au rôle de spectateur. Or, si on est spectateur, on est conforté dans l'idée que cette connaissance, elle est réservée à quelques experts, qu'elle est intimidante, qu'elle est inaccessible. La Cité des Sciences, et Univers Sciences en général, propose exactement l'inverse. Expérimenter par soi-même, tâtonner, se tromper, comprendre par l'effort. Finalement, redevenir un petit peu un enfant. Ainsi que naît la confiance, c'est précisément l'esprit et le succès, à mon avis, de la Cité des Sciences. Et d'ici, les sciences deviennent une expérience vécue. On découvre que l'incertitude, ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire la marque d'une véritable rigueur intellectuelle. Ainsi, enfants comme parents viennent ici exercer leur curiosité et muscler leur esprit critique. Et honnêtement, c'est une activité à consommer sans modération. Alors, merci pour cet engagement essentiel et même crucial pour l'avenir de notre jeunesse. Et pour conclure, je vais quand même faire un petit test d'esprit critique. Ne vous inquiétez pas, c'est facile et il n'y a pas de notes parce que j'ai vu 2-3 personnes faire comme ça. Il y en a d'autres qui avaient l'air très heureux, donc ils ont dû apprécier l'école. Alors, les vaccinés représentent 40% des nouveaux cas et c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si des personnes avaient lu ce titre. C'était pendant le Covid. À votre avis, est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Qui pense vrai? Waouh! On est mal là. Qui pense faux? Qui n'a pas compris qu'il fallait répondre l'un ou l'autre là? Personne n'a levé la main. C'est quoi ça? Oh là là. Hein, on recommence. Alors, là. Les vaccinés représentent 40%. Alors voilà, on fait des maths. Les vaccinés représentent 40% des nouveaux cas et c'est une bonne nouvelle. C'était un article du Monde. C'était au moment du Covid. Et les gens se sont posé la question, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Donc qui pense que c'était une bonne nouvelle? Et que c'est vrai, effectivement. Ouais. Et qui pense que c'est pas une bonne nouvelle? Très bien. Comme quoi, c'est pas facile de faire preuve d'esprit critique. C'était une bonne nouvelle à l'époque. Et ceux qui veulent savoir pourquoi, vous pouvez venir me voir à la fin. On fera un groupe. Je ne vais pas le réexpliquer 10 fois d'affilée, mais il faudrait consommer environ 400 grammes de chocolat supplémentaire par habitant et par an pour augmenter de 1 le nombre de prix Nobel dans un pays donné. Qui pense que la famille Fer, Haroche ou mangeait beaucoup de chocolat? Alors, qui pense que c'était vrai? Ah oui, c'est vrai que le chocolat, c'est vrai. Qui pensait que c'était faux? Voilà, c'est un fameux canular sur la différence entre corrélation et... Seuls 5% des personnes pensent faire moins preuve d'esprit critique que les autres. Seuls 5% de la population pensent faire preuve de moins d'esprit critique que les autres. C'est vrai. Et là, on se dit, on est mal. Parce que 5% des gens qui pensent être en dessous de la moyenne, c'est mauvais signe. Et enfin, la Cité des Sciences est un joyau qu'il faut préserver afin que des milliers d'enfants puissent continuer à aiguiser leur esprit critique et devenir des citoyens et des citoyennes éclairés de demain, capables de débattre et choisir en conscience. Merci et bel anniversaire à la Cité. Merci à Yasmine Balkaïd et merci Hugo pour ce stand-up. Et effectivement, la Cité des Sciences va ouvrir début juillet sa nouvelle exposition intitulée donc « Esprit critique ». Voilà, le fromage est en train de vous être servi, alors bonne dégustation, à tout à l'heure. À notre 3e et avant-dernier rendez-vous. Ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Il y a entre eux une alchimie, et vous allez voir, c'est vraiment peu de le dire. Ils forment l'un des duos les plus connus en France autour de la gastronomie moléculaire, de la cuisine scientifique et de la cuisine du futur. Thierry Marx est un des chefs étoilés français engagés. Raphaël Aumont est chercheur et en sciences, en physico-chimie à l'université de Paris-Saclay. Spécialistes de la gastronomie moléculaire, ils conçoivent la cuisine comme une science, mais aussi comme un art. Messieurs, je vous invite à me rejoindre sur scène. Est-ce que la table vous convient? Parfait. C'est parfait, ça vous va? Le micro? Merci beaucoup. Honneur aux plus vieux. Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, en vos grades, fonctions et qualités. Ça y est, je l'ai dit, je l'ai plein. Ah, vous avez vu? Bien. Je suis très heureux de prendre la parole devant vous.
vu que je dois être le seul non-scientifique de la soirée. Non, moi je viens du monde de l'artisanat, plus exactement du monde des métiers de bouche, et j'ai été formé par des hommes qui aiment la science. J'ai été formé chez les Compagnons des Devoirs, et ce qui pourrait me relier à vous, c'est les premiers mots que j'ai entendus, place Saint-Gervais, d'un compagnon charpentier, parce que je ne fichais rien. Il me disait, tu sais, c'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu seras curieux, plus tu seras instruit. Plus tu seras instruit, plus tu seras un homme libre. Voilà pourquoi, peut-être qu'à ce moment-là, je m'intéresse un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, à la science. Et puis arrive l'aventure de la gastronomie dite moléculaire. J'avais une bonne idée de ce qu'était la gastronomie, pas du tout de ce qu'était la molécule. Donc je commence à faire un livre en parlant de structure et déstructure de la matière, avec des connaissances très approximatives. Et mon ami Raphaël Aumont m'a rejoint dans l'aventure et m'a dit de mettre un petit peu un bémol sur ma science et qu'il acceptait qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment un cheminement très long. Alors quand en France vous vous intéressez à la créativité culinaire ou à la créativité en général, vous dérangez des cercles. Alors j'étais devenu le fossoyeur de la gastronomie française et ça devenait scandaleux. Donc j'ai continué ma peine et j'ai rappelé que peut-être que la gastronomie moléculaire n'était pas née dans mon cerveau restreint, mais dans celui d'un des plus grands hommes de la gastronomie mondiale, qui est un Français, qui a écrit en 1903 le guide culinaire, qui est encore dans toutes les cuisines du monde, traduit en anglais, qui s'appelle Auguste Escoffier. Et en 1907, Auguste Escoffier écrit « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. » Et il travaillait avec Justus Liebig et un chercheur qui s'appelait Maillard sur la réaction de Maillard. Vous voyez que l'artisanat, ceux qui font pour apprendre, peuvent rejoindre ceux qui ont appris pour faire. Et on peut s'entendre. Et je ne remercierai jamais assez Sylvie Retailleau qui a accepté qu'un ouvrier qualifié puisse accéder au monde des sciences, au monde des sachants. Et croyez-moi, aujourd'hui, nous menons des chantiers qui nous passionnent, qui nous permettent de travailler sur l'agriculture, sur la qualité des sols, la qualité d'un produit, en mesurer son impact social, environnemental, nutritionnel, ce qui nous permet de travailler avec des gens comme Bleu Blanqueur, avec des chercheurs comme Pierre Veille, avec des médecins nutritionnistes qui nous permettent d'avancer. Maintenant, je vais laisser la parole à la vraie science, pas au comique. Merci beaucoup. Merci Thierry. Juste une anecdote, effectivement, puis après on fera 2-3 manips. D'abord, je vous remercie vraiment, merci de cette invitation. En tant que chimiste, effectivement, donc moi je suis professeur à l'université Paris-Saclay, et en tant que chimiste, on nous dit que des fois il y a tout le potentiel est là, et puis il y a toute l'énergie, mais il faut un catalyseur pour initier vraiment les avancements de réaction. Et j'en profite vraiment pour remercier 2 personnes vraiment à qui je dois beaucoup ma carrière, et pour tout ce qu'on fait grâce à... Donc c'est Sylvie Retailleau et Thierry Marx, parce que vraiment je sais que je leur dois énormément sur ma carrière, donc vraiment un grand merci à vous 2. Effectivement, grâce à Sylvie, on a pu monter un laboratoire complètement atypique à Orsay, et c'est ça aussi la curiosité, la beauté de la science, c'est d'ouvrir les portes, de ne pas rester en tant que chercheur enfermé dans son labo un peu dans le noir comme ça, et c'est ce que tu m'as appris aussi Thierry, il y a le savoir, le savoir-faire, mais le faire savoir. Sinon, on reste complètement inconnu et au-delà de la connaissance, peu importe, mais enfin des lumières, mais c'est surtout de donner l'envie de, la curiosité, et c'est ça qui est très très important. Et donc, grâce vraiment à l'université Paris-Saclay, on a pu monter ce lieu entre artisanat, entreprise, science, recherche fondamentale, tout ça c'est très important, et mettre en place des enfants, des scolaires, des étudiants, et vraiment faire la science pour tous. Et ça, c'est vraiment une grande mission qu'on a.
Alors, puisque c'est l'heure de donner mon âge, moi j'ai 47 ans, voilà, comme ça je le dis. C'est moins original maintenant en dessert, mais effectivement, moi au Palais de la Découverte, j'étais breton, je suis arrivé à 7 ans, mes parents étaient profs et ont été mutés en région parisienne. Le premier lieu qu'on a visité à Paris, c'était le Palais de la Découverte. Et là, ça a été la révélation, je me suis dit, je veux faire ça. J'ai vu des gens qui étaient en train de faire leur cirque, leur exploit, leur balancer de l'azote devant tout le monde, en dire, regardez, ça a l'air génial, c'est magique et tout ça. J'ai dit, waouh, mais moi aussi je veux faire ça. Et bien aujourd'hui, je fais ça et j'en suis vraiment très très fier et très heureux. Effectivement, on a fait ici le banquet il y a 2 ou 3 ans, 500 000 personnes, on a parlé de sciences et d'art, et parce que c'était Escoffier, en gros, hein, art, sciences, cuisine. On a fait aussi, alors c'était pas les étincelles, c'était un chercheur humanip, voilà, etc. Donc il y a toujours des occasions en fait de faire arriver des chercheurs au sein de la Cité des Sciences, du Palais de la Découverte, pour faire de la science pour tous. Voilà. Alors, on va parler science, fait quelques manips, parce qu'on nous a demandé de faire quelques petites manips aussi. Donc c'est pour vous montrer en fait, si on revient simplement à la cuisine, et pour quand même parler science, les recettes souvent, je sais pas si vous cuisinez, j'imagine, il y en a qui cuisinent ici. Oui, voilà. Donc vous avez tous des cahiers de recettes. Bon, et dans les recettes, bah, c'est petit 1, petit 2, petit 3, et puis comme un espèce de soldat, on essaye de suivre la recette. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On se dit, ah bah aujourd'hui c'était les planètes qui n'étaient pas alignées, aujourd'hui j'ai raté l'œuf, il est parti dans l'évier, bon, il voulait pas s'écaler, aujourd'hui j'ai raté la mayonnaise, bon c'est comme ça, c'est du pif. Bah non, c'est des sciences. Et nous on a des cahiers de labo, et ça c'est vraiment ce qu'on a montré à Orsay. Et alors on voulait vous montrer du coup non pas le comment des choses, mais le pourquoi des choses. Pourquoi ça cuit, pourquoi ça coagule, pourquoi ça brunit. Et là par exemple, on peut commencer ou par ça, je sais pas par quoi. Ouais. Et ben on va commencer par une orange. On a tous, vous regardez les recettes, on nous dit par exemple peler à vif une orange. Ça veut dire éplucher grassement l'orange. Et puis vous savez, les parties blanches et puis les zestes, on ne sait pas trop quoi en faire. On nous dit, oh c'est amer, tu jettes. Sauf que, bah, en tant que chimiste, on va regarder ça et on va se dire, mais attends, dans le truc qui sont blancs là, eh ben, il y a des pectines. Les pectines, elles vont permettre de gélifier. Il y a 5 fois plus de pectines dans l'orange que dans la pomme, par exemple, ou dans les pépins, qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc nous, on a récupéré toutes ces peaux d'orange qui étaient entre guillemets jetées. On les chauffe avec l'outil de demain, donc on développe à Orsay aussi l'ustensile de demain, les outils de demain, la casserole de demain. Donc un petit coup d'ultrason, et puis on a ce sirop de peau d'orange qui était parti à la poubelle. Alors au niveau marketing, il faut que je progresse, mais voilà. Et alors, en fait, il faut aider ces pectines à réagir, et on va en mettre un petit peu, non, c'est dosé, ouais, la moitié. On fait la moitié, normalement ça fonctionne à peu près. Donc là c'est de l'eau riche en calcium, il n'y a pas de marque, hein, mais on en a tous en tête. Et donc une eau riche en calcium, alors je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais le calcium charge plus 2 va venir accrocher, ça va aider, ça va faire des joints, ça va faire des liens. Ça c'est des choses qu'on a fait à la Cité des Sciences aussi avec les enfants, c'est des choses qu'on fait à la Miss aussi. Et vous voyez une gelée instantanée qui était faite, et ça c'est une confiture sans sucre. Et ça pour un artisan, ça peut servir. Alors, ça évidemment, ça remplace énormément de choses, ça nous permet des gélifications instantanées, de faire de nouveaux mariages. On a travaillé sur ce qu'on appelle les pairings, donc on travaille avec les molécules qui se marient entre elles. Par exemple, le roquefort peut se marier avec le saké, après la même molécule, et ce qui nous permet de faire de nouveaux accords et de permettre aux chefs, les chefs eux bien sûr, de mieux s'exprimer et d'aller encore plus dans la création avec ce travail de la science. Peut-être parler des... Oui, et puis, qu'on nous met dans le corps. Oui, juste après. Ouais. Et juste quand même, quand on parlait d'espace, on a eu la chance de travailler pour Thomas Pesquet, et ça c'est une belle aventure aussi, artisanat avec ENAF, et puis la Orsay. Et justement, pour revenir à cette confiture, Thomas nous a, enfin t'avais dit, hein, moi je suis normand, je veux un cake, en gros un 4 quarts aux poires, etc., c'est ce qu'on appelle la comfort food. Sauf que quand vous dites à l'ESA, bon, on va faire un 4 quarts, un quart de beurre, un quart de sucre, ils nous ont dit non mais attendez les gars, c'est pas possible quoi. Donc, et Thierry travaille sur le sans sucre. Donc on s'est dit bon, on va faire un 4 quarts sans sucre, donc ça fait un 3 quarts. Donc là il manque un truc. Et on voulait un gâteau sans miettes aussi. Donc c'est-à-dire il y a plein d'enjeux qui sont extrêmement intéressants quand on travaille pour l'espace. C'est l'innovation par la contrainte. Et donc soit on baisse les bras en disant bah c'est dommage, mais en tant que chercheur, nous c'est parce qu'on a un obstacle qu'on va apprendre. Ouais, alors ce qui était étonnant, c'est qu'à la fin du vol en 0G, donc déjà, le vol, on n'était pas vraiment à l'aise, on ne vous a pas ramené la vidéo parce qu'on n'était pas au mieux de notre forme quand même. Et à la fin, on avait un monsieur qui nous a, je dirais, préparé et entraîné à faire ce vol en 0G.
et j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour lui, Jean-François Clairvoy, et qui nous a expliqué, et de toute façon, au débriefing d'après-vol, il nous dit « Tout ce que vous avez vu pour l'espace vous servira plus pour la Terre ». Ça ne m'avait pas appris grand-chose, si ce n'est que j'avais... Mais en tout cas, il nous a beaucoup aidé et beaucoup appris au fait de réfléchir à ce qui se passait finalement dans cette cabine spatiale et de se dire, bah, regardez, on a au moins 5 contraintes énormes dans cette cabine et ça nous a donné 5 voies d'expérimentation sur les emballages, sur le traitement de l'eau qui va être un vrai problème dans notre alimentation parce qu'aller chercher autant d'eau pour cuire ne serait-ce que des haricots verts, il va falloir y réfléchir sur les énergies, sur le fait de vivre en surpopulation et de ne pas déprimer avec son alimentation et de ne pas être malade avec son alimentation, or que la moitié de la planète est malade avec son alimentation. Vous voyez que ça nous donne des pistes d'expérimentation et de travailler aussi, vous avez vu une gélification, mais Raphaël va l'expliquer mieux que moi, parce que moi c'est une opération qui me fait un peu peur, et non, je plaisante, mais de travailler aussi avec la médecine, et aujourd'hui, on croise les doigts et je te laisse expliquer. C'est ça la beauté de la recherche dans ce labo, enfin dans tous les labos d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas où on va, mais on apprend par le chemin. Alors, c'est des grandes phrases, mais c'est surtout ce qu'on appelle des fractales, nous. Donc avec l'agar-agar, voilà, bon, je vous ai dit, ça ressemble à du plastique, c'est de l'agar-agar. Vous avez acheté sous forme de poudre, vous faites des petites gelées véganes ou je sais pas quoi, mais ça ressemble à du polystyrène en gros. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer de copier ce polystyrène. Parce qu'on connaît tout ça, et ça c'est ce qu'on montre à chaque fois à nos étudiants, ça se mange en 5 minutes, et la Terre, elle va le consommer en 700 ans, ce truc-là. Et donc on s'est dit, ben, essayons de copier ça, le biomimétisme, il y avait une très belle expo d'ailleurs, biomimétisme ici, et ben, on va essayer de refaire ça, mais avec de l'agar-agar. Donc on a travaillé, c'est des années de recherche, c'est de la recherche à long terme, il faut encore miser sur le long terme, ça c'est très important aussi comme message. Et donc, voilà, ça c'est moi. Pardon, excuse-moi. Et donc on a réussi à travailler, alors on vous a apporté tous les prototypes, bon, et on arrive à ça. Et ça, ça ressemble quand même exactement à du polystyrène, sauf que c'est 100% d'agar-agar, vous mettez ça 3 jours dans la terre, il n'y a plus rien. Et donc on pourrait faire ça. Effectivement, comme Thierry vient de le mentionner, c'est un chercheur de Marseille. Ouais, voilà. Alors, avant qu'il vous raconte l'histoire, je vous raconte l'anecdote. Vous êtes parti pour 1 heure. Hein. Non, mais je termine. Donc je vois 2 types débarquer chez moi et qui me disent votre gélification instantanée, votre agar-agar, ça nous intéresse. Je dis oui, très bien. C'est pour une pub. Il me dit non, on est médecin, on est chirurgien et radiologue d'intervention à la Timone à Marseille et ce truc nous intéresse vraiment. Et j'ai pensé que c'était une caméra cachée à la Jamel Debbouze. Et j'ai dit, c'est pas possible. Donc j'appelle Raphaël, je lui dis, écoute, il y a 2 toubibs, ils veulent te parler, moi je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Et donc en fait, c'est l'embolisation. Donc effectivement, là, ça va devenir moins glamour. Mais quand il y a une hémorragie, il faut boucher en gros l'artère, etc. Et donc actuellement, ils mettaient des fils de suture ou des choses comme ça, pas très sympathiques, ou des cols cyanolates d'ailleurs, aussi de la glu 3 en gros. Enfin, c'est ça où on meurt. Et donc là, la réflexion, c'était de se dire, mais regardez les gars, vous avez fait des mousses. Ça ressemble à une éponge. Et d'ailleurs, si on le met dans l'eau, voilà, ça se comporte comme une éponge, ça absorbe et ça reprend l'eau, donc ça c'est génial. Donc essayons de mettre ça dans un cathéter et faisons des tests d'embolisation. Et ça c'est un vrai projet de start-up qui est monté à Paris-Saclay, et là encore merci parce que c'était un vrai projet collaboratif. Effectivement, on arrive à ça aujourd'hui. C'est un projet de start-up qui est naissant, c'est une embolisation complètement bio, à base d'agar-agar. On a fait des tests sur l'animaux. Là, on est passé sur des tests avec toutes les problématiques et tout ce que ça engendre sur l'humain, tous ces défis de start-up, de lever des fonds et tout ça. Et là, on en est à 35 patients. Donc, c'est passé sur le test humain. Voilà, donc bientôt, normalement, si on croise les doigts, ça va peut-être être à vendre et on va voir. On va acheter un EHPAD. Ouais. Vous voyez que je suis assez loin de mes poireaux maintenant. Hein. Ouais. Mes poireaux. Mais moi, c'est pas mon job de départ, mais c'est ça qui est beau. En fait, c'est la matière qui nous relie et c'est la curiosité. Et ça, c'est quand même le message. On peut faire de l'agar-agar, on peut faire une gelée, on peut faire une confiture, on peut faire de l'embolisation et on peut faire une capsule d'eau qui pourra peut-être remplacer les bouteilles d'eau ou les plastiques. Ça aussi, c'est de l'agar-agar avec d'autres gélifiants. C'est 10 centilitres d'eau, par exemple, qui sont encapsulés. On perce, on boit. J'ai l'habitude de crier dans les amphis. Et voilà, mais ça c'est pareil, c'est du 0 déchet. Donc c'est des pistes qui sont intéressantes, mais ça marche uniquement parce qu'on a artisanat, science, et c'est la mixité,
le côté pluridisciplinaire, en fait, et ce cerveau collectif qu'on mène. Voilà. Et après, de décider l'industrie pour savoir qui investit et qui développe. Mais il faut miser sur la recherche et il y avait une phrase terrible qui a été dite quand on a coupé la tête de Lavoisier, en tant que chimiste, hein, on cite souvent Lavoisier. Quand on lui a coupé la tête à Lavoisier, ça a été proclamé, la République n'a pas besoin de savants. Bon, dans certains pays, dans certaines régions, dans certains camps politiques, on entend ça aussi. C'est effrayant, donc misons sur la recherche, parce que sans la recherche, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'innovation, et il n'y aura pas de futur, tout simplement. Voilà. Merci, merci. Merci à vous deux. Alors évidemment, c'est l'heure tant attendue, puisque nous allons enfin souffler les bougies du 40e anniversaire de la Cité des Sciences et de l'Industrie. On va diffuser un petit film et en même temps, je vous invite à vous tourner vers ce paravent qui va s'ouvrir pour nous révéler le gâteau de ce 40e anniversaire. Merci. Alors pendant qu'on va découper le gâteau et vous le servir, voici notre dernier duo de la soirée. Ce sont eux qui vont conclure donc notre magnifique soirée anniversaire et Universcience a choisi de le consacrer au secteur de l'industrie. Elle a un parcours tout à fait hors norme, inspirant quand même à le mettre en exergue la Cité des Sciences et de l'Industrie pour proposer des rôles modèles, notamment aux jeunes filles et aux jeunes femmes, donner confiance, créer un déclic, déclencher une vocation vers une carrière scientifique. Membre du comité exécutif du premier groupe de cosmétiques au monde depuis 2014, directrice générale adjointe du groupe L'Oréal en charge de la recherche, de l'innovation et des technologies depuis 2021, Barbara Lavernos dirige au sein du groupe 4000 chercheurs et 1700 pairs à l'échelle mondiale. À ses côtés, et pour former ce duo, Pierre Gattaz aussi, président de Radial, un leader mondial qui conçoit et fabrique des connecteurs, composants, hyperfréquences, antennes, fournisseur de nombreuses énergies. Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, est une figure de l'entreprise et de l'industrie française, également président d'Universcience Partenaires, structure qui développe aussi un réseau d'entreprises, qui soutient la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, car dès sa création, la Cité des Sciences et de l'Industrie a eu pour mission de constituer une passerelle entre les sciences, le monde de l'industrie et de la société. Barbara Lavernos, Pierre Gattaz, je vous invite à me rejoindre sur cette scène. Je préfère un micro, tout. Ouais, un micro, ouais. Soyez rassurés, avec Pierre, on avait dit 2 heures à nous deux. À nous deux, pas chacun, donc soyez rassurés. Et puis on a entendu qu'une partie du gâteau était tombée, donc il faut de toute façon laisser aux troupes le moment, un peu de temps pour nous offrir ce gâteau de 40 ans d'anniversaire. Écoutez,
Moi, j'ai le grand plaisir, effectivement, de venir parler un peu du secteur privé. Vous avez dit l'industrie, mais qui vient aux côtés d'Universcience et je dirais des grandes initiatives que vous menez. Un groupe comme L'Oréal, pour vous raconter, il a commencé sa collaboration et son partenariat avec la Cité de la Villette et Universcience il y a 40 ans. C'est-à-dire, depuis le début, nous sommes restés fidèles, donc nous sommes des grands partenaires. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous avons fait une magnifique exposition, par exemple, sur le cheveu. Parce que le cheveu est absolument passionnant et il y a une science merveilleuse du cheveu. Pour ceux qui en ont beaucoup, ils le savent. Pour ceux qui les perdent, comptez sur nous pour trouver des solutions pour que justement la science évolue. Donc c'est ce partenariat qui nous lie depuis des années. Mais moi, ce que j'aimerais juste, au-delà de ces éléments, partager avec vous ce soir, c'est que le secteur du privé a besoin de vous comme vous avez besoin de nous, par le foisonnement des sciences, le foisonnement des technologies, les experts que vous nommez, les vocations que vous créez. Et si je me présente à vous ce soir avec cette robe rose et ce côté un peu poupée Barbie, c'est parce que je voudrais parler des femmes qui doivent rejoindre la science et les technologies, pas de façon militante et pas parce que je suis une femme, mais parce qu'on a vu ce soir avec le professeur Belkaïd, avec vous, Madame la Présidente, avec Madame Claudie Aigneret, des scientifiques et des expertes extraordinaires qui ont façonné une partie de l'évolution des sciences qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui continuent à le faire. Mais ce n'est pas une réalité. 4% des prix Nobel dans le monde sont des femmes, depuis la création du prix Nobel, parce que moins de 15% des brevets qui, au fond, reflètent le niveau d'innovation que nous pouvons créer ensemble, sont générés par des femmes. Donc ce que vous faites ici à Universcience, ce que vous faites tous dans vos différents domaines, c'est de continuer à pousser cette vocation et à laisser des jeunes femmes, comme quand j'ai été ingénieure, à rentrer dans ces mondes de la science, à sortir des stéréotypes, et elles n'auront pas à porter une robe rose. Et je pense que c'est absolument essentiel. L'Oréal, on travaille avec l'UNESCO depuis désormais plus de 20 ans, vous le savez, for Women in Science, avec des dotations de prix de 100 000 € par femme scientifique, dans 50 pays dans le monde. Et je pense que c'est un des enjeux les plus importants aussi, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, du moment du monde que nous vivons, parce que la science, elle est augmentée par l'intelligence artificielle, ou l'intelligence artificielle est une science en soi, mais elle conduit beaucoup des raisonnements, même si on va essayer de les dominer, elle conduit beaucoup des réflexions, elle va formater une partie de notre vie. Et aujourd'hui, hélas, l'intelligence artificielle est genrée. Et c'est une menace absolument dramatique pour le monde dans lequel nous nous engageons et surtout celui que nous construisons pour les générations futures. Enfin, pour fêter les 40 ans de cette grande cité de la science, je voudrais vous donner beaucoup d'espoir parce que d'ailleurs, avec l'Institut Pasteur et le professeur Yasmine Belkaïd, nous travaillons à ce que l'âge qui est sur notre carte d'identité ne reflète pas notre âge biologique. Et la science, l'évolution des technologies nous permet aujourd'hui de travailler la longévité. Vous savez certainement, Pierre, que la peau est le plus grand organe d'un être humain. Et qu'aujourd'hui, on est en train de réussir, d'approcher, d'avancer pour que l'on puisse vivre vieux, ce que nous commençons à faire dans un pays comme la France, mais en bonne santé, ce que nous n'arrivons pas encore à faire, mais c'est vrai aussi pour l'humanité, et que si l'âge sur la carte d'identité de cette belle cité de la Villette est de 40 ans, peut-être que son âge biologique, au fur et à mesure des travaux que vous menez, comme nous menons ces travaux sur la beauté et la peau, va permettre d'avoir un âge biologique qui va venir en sens inverse. Pierre, venez dans nos laboratoires, j'ai plein d'idées. 150 ans. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Barbara, bravo. Merci. Merci infiniment de ces signes d'espoir de la place de la femme. Je voudrais juste conclure en remerciant tout le monde. Des talents exceptionnels, de l'expertise, on a vu des choses incroyables. Claudie qui nous a emmenés dans l'espace sur la comète de Halley, des mathématiciens hors pair. Vraiment, c'est une soirée magique et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter après tout ça? Parce que, puis la beauté de L'Oréal. Bon. Alors, je vous ai amené un petit composant. Les manipulations de Thierry, la mousse au chocolat sans beurre, c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Eh bien, je fais un petit composant électronique que j'ai dans ma poche. Bon, et là, on revient sur Terre. On n'est plus sur la comète de Halley. Et c'est fait à l'île d'Avo, dans une de mes usines. C'est un transcodeur électro-optique. Ça transcode des électrons
en photons et des photons en électrons. Ça sert à quoi? Ça sert à faire plein de choses. D'abord, ça sert à faire vivre des ingénieurs, des chercheurs. J'ai mis 20 ans à le développer, à l'île d'Abo, des ouvriers professionnels, des tas de talents incroyables, un territoire, des familles. Deuxièmement, ça permet de baisser le poids des avions puisqu'on transcode, on enlève le cuivre des avions et on met de la fibre optique. Pour ça, comme les équipements de bord sont faits d'électronique, il faut envoyer des électrons sur des photons et c'est ça que fait cette petite puce. Et on envoie ça dans l'espace. Donc là, c'est l'intérêt de ce petit composant, c'est que ça va dans les ordinateurs quantiques, ça va dans l'espace, ça va beaucoup dans l'aéronautique. Et c'est là où ce que je voudrais vous dire, c'est le lien qu'on fait entre la science, l'industrie, l'emploi et un pays comme la France, qui pour moi, c'est une catastrophe d'être tombé de 20% du PIB de l'industrie à 10% en 40 ans. On a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie, c'est un scandale. Les Suisses sont à 20% du PIB, les Allemands à 20%. Quand vous êtes à 20% de PIB, vous êtes au plein emploi. Les Suisses sont à 3% de chômage, nous à 8%. Ils ont 4% de chômage des jeunes, les Suisses. Pourquoi? Parce qu'ils ont 70% de leurs gamins à 17 ans qui sont dans l'entreprise, en apprentissage. Nous, c'est 5%. Donc je pense, si vous voulez, que ce bataille de l'industrie, grâce à la science, grâce à la recherche, grâce à tous les talents qu'il y a dans cette salle, et grâce à des palais de découvertes et cités des sciences où nous sommes, c'est ce rapprochement extraordinaire, ce rapprochement des mondes, avec une importance de la femme fondamentale, bien évidemment. Bravo. Fondamentale. Il faut qu'on repasse à 15% du PIB dans 15 ans. C'est mon combat personnel, j'en parle souvent dans la presse, dans la radio. Je pense que c'est possible. Autour de quoi? Des 5 grands dangers, et les 5 grands dangers qui sont des opportunités. Premier danger, la planète. La planète, ce sont des opportunités pour nous, industriels, de faire mieux, de faire plus propre, de remplacer les PFAS. Beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, du retraitement, du recyclage. J'en fais plein à Radial et on baisse le niveau de CO2. Deuxième grand sujet, bien sûr, tout ce qui est le nucléaire et l'électrification. Troisième grand sujet, la défense. Évidemment, il faut se défendre avec Poutine, Trump et tous les... Bon, la géopolitique nous amène à nous défendre. Quatrième grand sujet, la santé, on en a beaucoup parlé. L'alimentaire, on en a beaucoup parlé. Ce sont des choses d'expertise française extraordinaires. On a des filières d'expertise. Et ce sont des dangers qu'on transforme en souveraineté nationale. La sécurité, la ville durable, l'aéronautique. Alors je continue, la liste est très longue en fait. Et l'IA, les data, on en a parlé. Car ça, il faut aussi qu'on soit souverain. Nos données ne peuvent plus aller se promener dans le reste du monde. L'IA, c'est extrêmement important. Il ne faut pas utiliser des IA de tous les étrangers du monde. Donc tout ça, ce sont des opportunités pour remonter à 15%. Quelques choses à faire. Plus d'ingénieurs, plus de chercheurs, rapprocher les mondes et plus de formation professionnelle, car on a besoin d'ouvriers professionnels. Ce sont des parents pauvres, ce sont des filières abandonnées en France. C'est un scandale, c'est la force de la Suisse, de l'Allemagne. Je pense qu'on a une grande responsabilité collective aussi à faire que des apprentis à 17 ans soient dans l'entreprise, montent, techniciens, ingénieurs, cadres, directeurs, PDG, comme on le voit en Allemagne et en Suisse. L'apprentissage, j'ai fait l'expérience avec mes ingénieurs. Mes ingénieurs qui sont sortis de l'apprentissage sont bien meilleurs, je suis désolé, que ceux qui sont sortis grande école avec une tête comme ça. Ils ne savent pas parler un ouvrier, ils ne connaissent pas les codes. Donc je pense qu'en fait, l'industrie, ce sont une communauté humaine. Et je pense que plus on fera de l'industrie, plus on aura de gens heureux, plus on fera du bien-être à la société, et plus on fera du bien-être à l'environnement. C'est une boucle extrêmement vertueuse. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que Universcience partenaire, c'est fondamental. Il y a tous ceux que je remercie qui sont dans cette salle, qui sont déjà partenaires. Mais pour ce grand projet, il faut 2, 3 fois, 4 fois plus de partenaires industriels pour nous aider à utiliser ces sites magiques, vitrines, et du financement bien sûr, parce que ce sont des énormes projets. Je voudrais finir par remercier Sylvie Retailleau qui cet après-midi nous a montré le chemin des 10 ou 15 ou 20 prochaines années, avec un cap, une ambition de ce palais des découvertes, de ce Cité des Sciences. On est derrière toi, Sylvie, c'est formidable, mais nous, on a besoin de raconter ça à nos partenaires pour les attirer. Une vision, une ambition, redresser le pays, remettre de l'industrie, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, et ça va repartir, et la France sera un immense pays dans 15 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Universcience. Merci à tous les deux. Merci. Merci à tous les deux.
Alors au terme de cette soirée haute en couleurs, en témoignages, en partage si riche, je vous laisse bien évidemment déguster ce magnifique gâteau d'anniversaire. Mais au nom d'Universcience et tout particulièrement de sa présidente, je vous adresse des remerciements sincères à toutes et tous. Merci donc pour votre présence, votre participation, votre implication. Sans chacun et chacune d'entre vous, sans chacun des partenaires, des mécènes, des entreprises, la Cité des sciences et de l'industrie n'aurait pas pu se développer, rayonner au-delà de ses murs, en région, en Europe, mais également à travers le monde et à se préparer également pour les 40 prochaines à venir. Dans cette cité tournée plus que jamais vers les sciences de demain, le monde et la société, eh bien, c'est surtout grâce à chacune de vos personnalités, de vos actions, de vos engagements à ses côtés qui font vivre la culture scientifique indispensable à notre démocratie. Alors, soyez-en remerciés, chacun et chacune. Très bonne fin de soirée à tous et encore une fois, très bon anniversaire à la Cité des sciences et de l'industrie. Merci.